C'est parti, donc merci d'être là. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être là à 7 heures du soir, entendre du quantum pendant 2 heures? Je sais pas, mais moi ça me plaît bien. Ouais, on m'a dit que j'ai 2 heures, c'est pas ça? Si vous voulez, je fais plus vite. Je vais essayer de faire vite. Alors la règle du jeu, c'est je fais vite, mais vous m'interrompez, quoi. Dès qu'il y a un truc que vous auriez aimé comprendre, que j'ai mal expliqué, ou dès qu'il y a un truc que vous voulez approfondir parce que ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas, vous levez la main, vous criez. C'est interactif. Moi, si je démarre tout seul, tranquille, là, je suis là encore là demain. Donc, c'est pas le but, c'est pour vous. Donc, j'ai quand même prévu un contenu. On va commencer par faire la présentation commerciale. Et j'ai cru comprendre que vous êtes plutôt intéressé par ce qu'il y a dedans et plutôt développeur, c'est ça? J'espère vous montrer un peu de code, ça va venir là. Donc, comme vous êtes venu sur un truc de quantum, ben, on va parler de physique quantique. Il y a un espace de trop là. Je vais vous faire des rappels. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on en est arrivé là? Et puis après, on va parler de calcul quantique. À partir de là, on traverse un espèce de miroir parce qu'en effet, il y a de la physique, mais on parle de calcul. Donc on va reparler de 0 et 1 et on est tranquille, ça va bien. Ils ne sont pas exactement 0 et 1, mais voilà, et on appelle ça des qubits. Ne dites pas qubite. Il lançait des chaussures à des mecs qui, en 1 heure, ils disaient qubite. Non. Alors il se trouve qu'il y a une société qui s'appelle Qubite. Ils sont 8 fois meilleurs que les autres. Bon. Comment ça marche et ça, c'est à la demande aussi de Guillaume. Comment on fabrique un ordinateur quantique? C'est avec quoi? De la technologie, là. Ça, c'est plutôt le modèle, la technologie. Puis après, on va regarder. Si vous aviez un laptop, vous êtes venu un peu les mains dans les poches. Puis vous avez un laptop, vous pourriez faire comme moi. Sinon, vous allez regarder. Et puis, je vais vous passer en revue quelques algorithmes. Mais tout ça assorti de questions. C'est-à-dire si je suis très fort, je termine avant 2 heures et sinon, et vous aurez possibilité de poser des questions. Pour ceux qui vont bien suivre, il y a un quiz à la fin avec des cadeaux. Modeste les cadeaux. Et le quiz difficile. Comme ça, je rentre avec à la maison. Alors ça, il y a une dizaine de slides là qui sont absolument. Alors je vous demande d'abord de m'excuser. Vous allez voir, c'est un peu le bazar mon affaire. Ça, c'est des belles slides d'IBM. C'est des belles charts ou des belles diapos, je ne sais pas comment vous dites. D'IBM, elles sont bien. C'est le message commercial. Donc je vous le fais parce que vous n'avez pas acheté du quantum, mais c'est pour introduire un peu le sujet et dire comment on raconte ça. Éventuellement, c'est une introduction non technique. Hein. Donc qu'est-ce que c'est? Et puis ça me permet de placer un peu de vocabulaire et quelques idées. Et donc voilà. Et après, il y aura des charts avec du bleu, des charts avec du noir, des charts n'importe comment. Voilà, je suis désolé, j'ai pris les bouts. J'ai fabriqué pour vous par rapport au. D'ailleurs, la deuxième, elle n'est pas d'IBM. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que on nous raconte depuis des siècles depuis 70 ans que l'informatique, ça sert à tout, ça fait tout, il n'y a aucun problème. En fait, non, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Et en fait, on parle de calcul. Pas de transactions, pas de database, mais de calcul. Il y a des calculs qu'on ne sait pas faire. Et des trucs très bêtes. Je prends un sac à dos, vous avez tous un sac à dos, et vous avez 20 articles sur l'étagère, et ils ont un poids, et puis il y a une utilité. Donc vous les labelez avec un poids et une utilité, et votre sac à dos, il peut porter que 10 kilos. Quels sont parmi les 20 les 10 articles qu'il vous faut emporter pour maximiser l'utilité? Essayez ce soir, demain, quand vous voulez. Ça ne marche pas. Ça prend des millions d'années, ce genre de choses. Et pourtant, les gens, ils remplissent des camions, ils remplissent des trains, ils remplissent des avions, ils remplissent des bateaux avec des heuristiques, c'est-à-dire des programmes qui approchent ce calcul. Et c'est bien. En quelques... Enfin, peu importe, ça dépend de la précision qu'ils cherchent, mais peut-être en 5 minutes, un peu plus, peut-être en 4 heures, ils remplissent de manière optimale un conteneur, voilà, où il y a 500 colis, j'en sais en fait, bon, c'est pas exactement ça, mais ou un camion, enfin, en quelques heures, l'algorithme va leur donner une solution, en quelques heures, et elle est bonne, mais elle n'est pas optimale. Alors c'est pas grave, parce que ça donne à 92% ou à 98%, mais c'est faisable. Mais si vous êtes un transporteur, à grande échelle, les 3% qui manquent, c'est beaucoup d'argent. Prenez CMA, CGM qui transporte 26 000 containers sur 200 bateaux tout le temps, ben 2% pour eux, c'est beaucoup d'argent. Ça vaut le prix d'un.
Donc voilà, il y a des problèmes qu'on ne sait pas faire. Et puis il y a la loi de Moore. Là, c'est pour faire peur. Enfin bon, c'est commercial, hein. Il y a la loi de Moore. Ah mon Dieu, ça va s'arrêter. On ne sait pas. Pour l'instant, ça continue. On trouve des tas d'astuces du point de vue du hardware pour faire toujours mieux et avec du multithreading, des trucs merveilleux, des approches très très intelligentes qui font que ça continue. Bon, très bien. Et nous, on arrive avec un truc qui est complètement autre chose. Dans le calcul quantique, on dit, bah nous, en fait, avec seulement n, grand N choses, grand N quantum bits, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, eh ben, on stocke n qubits, 2n, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, avec, 2n, avec n qubits, dans un registre qui a n qubits, comparé à un registre qui a n bits, on stocke 2 puissance n valeurs à la fois. Pas 2 puissance n valeurs possibles, ce qui est beaucoup, mais 2 puissance n valeurs, là, maintenant, à la fois. Alors, notre gros ordinateur, actuellement, c'est pas le plus gros, mais notre gros ordinateur qu'on aime bien, je vous montrerai le chip tout à l'heure, il a 127 qubits, il s'appelle Eagle. Et donc, dans le registre d'entrée, vous pouvez penser qu'il y a 2 puissance 127 valeurs à la fois. 2 puissance 127 valeurs, c'est 2 puissance 38 bits. Alors, pour ceux qui ont oublié qu'est-ce que c'est qu'un gigabit et tout ça, là, voilà. Donc, en binary, ouais. Ça, c'est 2 puissance 30. 2 puissance 30. Donc, c'est déjà des kétabytes. Je ne connaissais pas. On connaît peut-être les exabytes et les zétabytes ou les yottabytes. Ça, c'est ce qu'on produit ou c'est toute la valeur de l'information de l'humanité, quoi. Donc, 1 million de fois plus grand, c'est un kétabyte. On ne sait pas ce que c'est. Et nous, on est à 2 puissance 38, à 10 puissance 38. Donc, au lieu de 2 puissance 30, dans ces eaux, on est large. Ce chiffre-là est largement plus grand. Il est phénoménal. Et ça, c'est une des promesses du calcul quantique. Cette possibilité de stocker énormément de valeurs dans un seul registre. Et ça s'appelle la superposition. Et puis après, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus louches. Et on va venir là-dessus un tout petit peu. L'intrication, c'est le fait que, en plus, ces qubits, ils peuvent posséder des qualités communes et qui vont garder communes pendant un certain temps. Et puis, il y a l'interférence, c'est encore pire, c'est le fait que l'un qui bouge influe l'autre, enfin, comme des vagues, vous savez, si vous bougez d'un côté, ça fait bouger de l'autre. En fait, on ne se sert pas de ça vraiment dans le calcul, sauf que ça nous permet d'atteindre des espaces encore plus grands que ça. C'est-à-dire qu'il y a des états intriqués qui appartiennent même pas à la combinaison de plusieurs états simples. C'est gigantesque. Voilà. On est dans un espace de calcul qui est grand. Et c'est pour ça que on peut résoudre des problèmes du style le voyageur de commerce ou le sac à dos, parce qu'on va explorer, potentiellement, on va explorer énormément de possibilités à la fois. Sinon, vous, pauvre programmeur classique, vous faites une boucle. For i inférieur à 0, i++, machin, vous y mettez des millénaires. Là, non, on met tout en même temps. Mais c'est pas facile. Voilà, je veux aussi vous calmer, c'est pas du tout facile. Alors après, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on dit qu'en fait, c'est pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu ce dessin avec P égale NP, c'est ça l'illustration. Bon, dans la théorie de la complexité, ça c'est ce qu'on sait faire avec un ordinateur classique. Ça c'est ce qu'on sait pas faire. Mais, enfin, c'est les NP, ça. Bon, c'est ce qu'on sait pas faire parce qu'on ne connaît pas l'algorithme, mais il y a un espoir. Si un jour un matheux très très fort, il va nous dire qu'en fait ces deux ensembles, celui-là et celui-là, sont les mêmes. Et puis il y a ce qu'on pense pouvoir faire avec un ordinateur classique quantique. J'ai bien dit ce qu'on pense pouvoir faire. C'est une supposition éclairée. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est des matheux de folie. C'est une supposition éclairée. Donc l'ordinateur quantique, il peut faire ce qui est faisable avec un ordinateur classique. Et pourtant, et il peut faire aussi on pense qu'il peut faire certains cas de ce qu'on ne sait pas faire avec un ordinateur classique dans un temps raisonnable, et puis il peut faire même pire que ça. Bon, si vous avez, oui. Pire que ça, ouais, parce que, ouais, et y a, en fait, des classes de complexité, si vous allez voir sur Wikipédia, il y en a 60. C'est un truc très compliqué. Alors, ça veut dire que on le résout en un temps polynomial par rapport à la taille du problème. C'est-à-dire que, par exemple, un tri, si j'ai une liste et que je veux la trier, c'est le tri naïf à bulle, c'est n au carré. Donc si vous avez une liste de 1000 ou une liste de 1 million,
ben, le temps, il croît comme le carré. Enfin, vous voyez, si, enfin, 10, ça devient 100, et 100, ça devient 10 000 en secondes. Voilà. On s'en fout du processeur. C'est une homothétie. Donc ça, c'est les problèmes là-dedans. Polynomial. Ça peut être n au cube, n puissance 68. On a un cas. Voilà. Mais on est content. On se dit que ça va bien. Là, c'est des temps exponentiels. Et là, vous vous rappelez du Covid, on a vu des exponentiels, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à 100, 2 puissance 100, vous avez vu, c'est monstrueux, quoi. Il faut des siècles, etc. Ça marche pas. Mais dans ceux-là ont une particularité, c'est que si je vous présente une solution, vous savez la valider en un temps polynomial. Donc c'est cool. On va prendre un ordinateur quantique, il va nous donner un résultat. On n'a pas trop confiance dans le quantique. Ben, ces problèmes-là, on peut les vérifier, au moins pour qualifier les softwares, en un temps polynomial. Par exemple, le sudoku. Le sudoku, c'est exponentiellement difficile en la taille de la grille, parce qu'on peut imaginer des sudoku plus grands que 9. Mais si je vous montre une grille de sudoku que je prétends avoir résolue, c'est facile de vérifier que c'est vrai ou faux. Bon. Et ce qui n'est pas là-dedans, c'est les échecs. Avec une taille de truc. Voilà. Donc là, je calcule, je vous donne une solution. Ben, ça reste, la vérification reste, il faut tout calculer. Ou le go. Voilà. Ce sont des exemples bêtes, mais normalement, ça illustre. Voilà. Donc il y a pire que pire. C'est mais informatique au quotidien, quoi. C'est vraiment très. C'est une niche. Ah oui, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir aussi avec ça, c'est que c'est très grand, c'est très puissant, mais ce n'est utile que dans certains cas très très précis. En fait, on est dans un sous-domaine du HPC, High Performance Computing. Donc les gros ordinateurs, vous savez, les super ordinateurs comme il y a chez Total, la Pangea et compagnie, le top 500. Voilà, il y a certains problèmes que font ces ordinateurs-là qu'on peut penser faire sur des ordinateurs quantiques. Équation dérivée partielle, modélisation de flux, voilà, qui sont intractables sur un ordinateur. Ça dépend de la précision toujours, mais on ne peut pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on raconte chez IBM? On raconte qu'on parle d'utilité. Maintenant, c'est le mot à la mode depuis une paire d'années, là. Utility scale, voilà, useful quantum computing. Et quelle est notre stratégie? C'est de fabriquer des machines, d'avoir une roadmap de développement avec associé aux machines et au roadmap de développement un SDK qui s'appelle Qiskit, World Class User Experience, et aussi de fabriquer un réseau parce que ouais, c'est un peu plus grand que moi, mais pas plus. C'est un gros. Vous avez un Cumulus à la maison? Bon, un bon gros communiste, quoi. 2 mètres sur 1, quoi. On va la voir en situation, je crois qu'on la voit en situation. Alors ça, c'est le fleuron. Celui-là, il a 3 chips. Un là, un là, un là. On a franchi une barrière importante. Et donc aussi, on anime une communauté. C'est-à-dire que depuis 2017, on a fabriqué le IBM Quantum Network qui a 250, je ne sais pas combien ils disent, 290 maintenant, grandes compagnies, puis des universités, des startups, plein, un gros écosystème de gens qui ont des projets de développement, qui nous aident sur, par exemple, les technologies, les techniques, et pour faire avancer ce truc-là. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un gros problème, le quantum. C'est très difficile. Donc IBM n'a pas la prétention de tout résoudre, et donc on fait un réseau. On fait des partenariats avec des grandes entreprises qui, eux, font du logiciel. C'est-à-dire qu'une banque, un distributeur, des industriels sont intéressés, mais ne sont pas du tout intéressés à regarder même la machine. Ils sont intéressés à fabriquer des algorithmes. On fait des partenariats avec eux, scientifiques, pour faire avancer tel et tel point, pour les faire marcher sur telle machine. Voilà. Alors la feuille de route d'IBM, elle est bien. On a tellement de trucs qu'on ne peut plus la lire. On est en 2023, elle est longue. On l'a publiée en 2019 on l'a publiée en 2020, je pense. Alors bon, il y avait sur cette ligne-là, ce qu'on voit, c'est les tailles des processeurs. Donc 5 qubits, ça fait 2 puissance 5, ça fait 32 états en même temps, c'est minable. 16 qubits, bon, ça commence à faire un peu. 20 qubits, 53 qubits, 27 qubits, et puis Eagle. Alors Eagle, on est bien content, on l'a sorti en 22, et c'est la machine qui marche actuellement bien. On est en 2024. On est à la release 5 du chip, c'est-à-dire que c'est une structure, c'est une infrastructure de processeurs sur laquelle on a amélioré la qualité au fil des années. Et puis,
on a sorti Héron. Alors on l'a déjà sorti, Héron, petit patapon, mais pas, je ne sais pas pourquoi il n'est pas marqué là. Pourtant, cette vue là date de fin septembre. 133 qubits. Donc c'est pas beaucoup plus, mais on a fait un virage en fait. Si vous regardez ici, après Eagle, 127 qubits, Eagle là, celui-là. Donc fin 2021, très bien. Je suis trompé. On a sorti Osprey à 433 qubits et Condor à 1121 qubits. Les assortis sont des gros chips avec 1000 qubits. Donc ça fait 2 puissance 1000 états. C'est plus qu'il y a d'atomes dans l'univers. Enfin, non. Pas loin. Les atomes dans l'univers, c'est 2 puissance 275. Donc, si. Enfin, je sais pas. Peu importe. C'est grand. Et puis, là, vraiment, le tournant technologique qu'on a pris, c'est que, honnêtement, on a sorti Condor avec 1121 qubits, parce qu'on avait dit qu'on sortirait, et quand un constructeur comme nous dit finalement on n'y arrive pas, ça envoie un message affreux. Donc on l'a sorti, juste pour cette raison-là, parce qu'il ne fonctionne pas, trop grand. Mais ce qu'on a appris, c'est que finalement, dans notre technologie, la taille de chip qu'on veut, c'est plutôt 150. Donc Héron, là, 133, 150, Flamingo, compagnie, les suivants, c'est 150, mais il va falloir travailler avec plusieurs chips. D'où tout à l'heure, je vous ai dit, il y en a 3. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Travailler sur plusieurs chips distants, ça, en Quantum, c'est pas possible. C'est très difficile. C'est possible, très difficile. Donc là, on a des dessins, on fait du multi-chip. Celui-là, par exemple, ils sont collés, pour pas que ce soit trop loin. Mais collés, au sens propre. Et ainsi de suite. Bon, après, je sais pas trop, là, voilà. Et puis, alors le mot qui est important ici, j'espère qu'ils l'ont laissé, erreur correction, voilà, ici, là. Donc 2029 et plus loin, et probablement, on espère avant 2030 avoir de la correction d'erreurs. C'est-à-dire qu'on est dans de la technologie qui n'est pas du tout la technologie que vous connaissez si vous avez regardé dans un processeur. Il y a des transistors, des 0, des 1, des états bien définis, tout ça. Il y a très peu d'erreurs. Il y a des erreurs sur les bus, on les corrige. Il y en a tellement peu que c'est facile à corriger. Nous, le taux d'erreur, vous allez voir dans un moment, c'est monstrueux. Vous ne tenez pas 2 secondes avec vos programmes avec un taux d'erreur pareil. Et donc, ça ne marche pas. Actuellement, on n'a pas obtenu d'un ordinateur quantique un résultat qu'on ne sait pas obtenir d'un ordinateur classique. À ma connaissance. On n'est pas loin, mais ça n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'utilité. On veut forcer, on veut obtenir quelque chose d'utile. Ça n'est pas encore le cas. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, le taux d'erreur, c'est important. Et donc, les 2 seuls mots importants ici, c'est erreur correction. Voilà. Et quand on saura faire de l'erreur correction, ça veut dire qu'on aura une qualité technologique suffisante pour pouvoir faire de l'erreur correction comme on l'a fait aujourd'hui. Et bien là, on pourra calculer plus qu'une milliseconde. Pendant plus qu'une milliseconde. Parce que nous, non. Quand on a, il faut. Alors c'est pas une question de vitesse, c'est pas grave ça, mais c'est-à-dire qu'on peut pas calculer longtemps. Il y aura des erreurs. C'est notre malheur, mais c'est tellement rigolo que. Alors Eagle, donc le truc à 127 qubits. Alors, il y a d'autres. Enfin, je vais essayer quand même d'aller assez vite. Donc ça ressemble à ça. C'est un vrai chip, hein, c'est comme un chip, mais dedans c'est pas pareil. Dedans il n'y a pas de circuiterie, il n'y a pas de logique du tout. Il y a 127 positions qui ont pourriez dire une position mémoire, qui stocke un état, donc qui stocke une valeur, quelque part. Et donc, il n'y a que ça, c'est une grille de position. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire que la grille, elle n'est même pas grille. Elle est connectée, mais pas partout. Sinon, il y a trop de bruit, ça ne marche pas. Ça, ce dessin-là, on a mis 10 ans à le mettre au point. On a fait toutes sortes de versions de réseau, parce que l'équilibre est à trouver entre la densité. On veut que ce qubit-là puisse discuter, échanger des données avec celui-là. Vous voyez que voilà, on veut réduire la densité, le diamètre du graphe, mais on ne veut pas que tout le monde écoute, enfin qu'il y ait trop de voisins qui écoutent, parce qu'ils sont dérangés. Donc s'il y en a trop, le tôt d'erreur augmente. Donc ça, c'est une optimale qu'on a trouvée. Il se trouve que Google est sur le même schéma, donc c'est bien. C'est soit l'espionnage, soit... Oui. C'est à plat. On ne sait pas faire du 3D. Pas encore peut-être, mais je ne sais pas si c'est au menu. Et puis Héron 2024, là c'est celui qu'on aime encore mieux. Alors, fin 2022 ou je ne sais plus, Eagle est arrivé et c'est une machine qu'on a mûrie et qui donne satisfaction et sur laquelle on pense qu'on pourra avoir cette fameuse utilité ou cet avantage quantique. Héron, c'est celui qui sait faire du multi-chip. Et alors, bonne surprise, il est de très bonne qualité à sa première release. Il est d'une meilleure qualité que Google. Donc nos mecs qui font les chips, ils ont bien travaillé.
on est content. Et puis le discours d'IBM, vous allez voir, après il est un peu plus agressif que là. Le discours d'IBM, c'est de dire, bon les gars, ça fait 5 ans qu'on s'amuse à faire des chips et des petits calculs, mais l'utilité, elle est là. Il faut avoir au moins 100 qubits et il faut vraiment travailler avec 100 qubits. Et telles que vont les choses, ben, vous serez tous à la retraite, qu'on y sera peut-être. Enfin, moi sûrement. Et donc, il y a eu un mouvement là pour forcer les choses, pour forcer les gens à travailler des grandes tailles d'algorithmes. Alors, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Par exemple, les petits systèmes. Il y avait plein de petits systèmes qui étaient utilisables gratuitement, 5 qubits, 16 qubits, que les gens pouvaient utiliser, qu'on maintenait là, on les a virés. Comme ça, c'est fini pour les amateurs. Maintenant, on parle aux professionnels. Et on veut vous faire des calculs grands. Et en plus, il y a eu des challenges à 100 par 100. Enfin, on pousse vraiment sur, s'il vous plaît, utilisez les grands trucs. Donc, on a un peu restreint l'amusement. Pendant 5-6 ans, c'était ça. C'était, tiens, venez, on avait une machine à 1 qubit. Pour les gens qui voulaient juste faire de la physique. Pour voir comment ils avaient des erreurs et tout ça. C'est fini, maintenant on veut être utile. Alors c'est le truc après est assez agressif, je trouve. Voilà. Si vous n'utilisez pas 100 qubits, vous ne faites pas du calcul quantique. Allez, vous pouvez partir. Alors ça, ça peut être vu comme ça. C'est aussi, encore une fois, hein, c'est les chartes commerciales. Donc c'est aussi un message au marché en disant hey, les autres, ils n'ont pas dépassé la barre des 100 qubits. Nous, on vous a filé un 127 qubits depuis un moment et il est bon. On a réussi à faire un 433 bon, qui marchait sur une patte. On a fait un 1000 qui marchait pas vraiment. Il a duré quelques semaines. C'est très compliqué à mettre au point ces choses-là. Très compliqué. Il faut ajuster chacun des paramètres. Et on a fait donc le 1000. Maintenant, on fait du 130, 150, mais on en met plusieurs dans l'ordinateur. Les autres, ils ne sont pas arrivés à 100. Donc c'est un peu ça. Oui. Alors ça, c'est tel que si vous allez je vous ferai une visite tout à l'heure. Ça, chacun, c'est un ordinateur. C'est un device, un vrai ordinateur quantique. Et alors il y en a, je ne sais pas si ça se voit là-dessus, sur cette vue ou pas, non. Mais vous le verrez tout à l'heure. En fait, alors, il faut savoir, c'est peu connu, mais vous avez accès à ça gratuitement. Que à 3 de ceux-là. Kiev, qui est là, Brisbane, qui n'existait pas au moment de la photo, et Sherbrooke, je crois. Les autres sont réservés à ceux qui payent. Et c'est pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons, ils sont bien. Enfin, c'est pas les meilleurs qui sont gratuits, mais les nouvelles releases sont plutôt réservées aux clients qui payent. Mais ils sont bien, ils ont 127 qubits et un bon niveau de... Voilà, alors 5K, c'est un peu leur rapidité, mais bon, 5K. À un moment donné, c'était 500. On a vraiment fait un effort sur la rapidité d'utilisation, pas la rapidité du phénomène. Et puis 2,4, tout ça, là, c'est un taux d'erreur. Donc le moins, c'était le mieux, là. D'ailleurs, ça reste comme ça. C'est une sorte de taux d'erreur agrégé. Donc vous voyez qu'il y avait du très fort et puis du merdique, là. Là. Ah. Là. Ouh là là. Donc ceux-là, on remplace les chips, oui. Pas du tout. Rien. C'est autre chose. J'ai pas assez insisté. C'était marqué sur la première, là, je crois. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi, je l'ai pas dit en plus. Voilà, là. Non, là. Non, là, pas là. C'était là, 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 non. Ah, il y a une latence qui me dérange, là. Oh là là, je vais pas y arriver, je crois. Bon, je vais la prendre direct. Là. Elle veut pas. Là. Non. Oui, mais oui, là, ça. Les ronds. Ouais, les ronds. Ok. Non, mais il y a une latence, c'est terrible. A new way of computing and thinking. C'est-à-dire que l'information n'est même pas la même. Je vais vous montrer ça quand on va taper un peu dans un peu plus technique. Il faut tout repenser. Il faut démonter tout ce que vous savez, il faut oublier tout ce que vous savez et on reconstruit un calcul. C'est terrible. Et notre grand patron, là, il disait, il y a même eu un autocollant qui a été mis pour les trucs, là, c'était you're thinking too classically. Tu réfléchis classiquement, réfléchis autrement. Et c'est vrai que... moi, je crois beaucoup en ça. Par exemple, on parle beaucoup de machine learning et ça. Ouais,
on fait des GAN, des QGAN, on fait des QNN, des machins, des QREC, tout ce que vous voulez. Mais avec la reconnaissance d'image, l'état de l'art, c'est 32 pixels, des images de 32 pixels par 32 pixels. Arrêtez de passer des semaines et des mois à faire ça. Les YOLO, ça le fait. L'ordinateur classique le fait très bien et il le fera de mieux en mieux. Donc l'idée de You're Thinking Too Classically, c'est, je pense qu'il est important de ne pas poursuivre les algorithmes qu'on sait faire en classique. Il faut vraiment regarder autre chose, différemment. Je vous montrerai un peu, quand on parlera des algorithmes historiques, qu'est-ce que ça veut dire ça. À chaque fois que je bouge, ça fait crac, ça. Même quand je bouge pas. Alors, oui. Donc l'histoire, on parle de ça, c'est pas facile, je comprends même pas de quoi il parle là. Mais il y a, si vous voulez, ben, vous avez des bonnes références pour aller vous prendre la tête si vous avez des problèmes de sommeil. Sur des articles de science qui disent, voilà, nous, alors c'est 40 pages, on a fait ça, on a fait Scaling Wall Chip QAOA for Higher Order Using Spin Glass Model on Heavy X-Graph. Donc vous voyez qu'on est encore loin de je vends des chaussures sur Sarenza, quoi. C'est très, très, c'est assez pointu. D'ailleurs, on verra pourquoi Simulating Light Shot, Quantum Spin. On fait de la physique, en fait, ces ordinateurs-là, mais on va voir pourquoi. Donc, voilà, bon, et donc le truc, c'est if you build it, they will come. Et le truc en bleu dit sur combien de qubits. On veut vraiment que les gens travaillent sur des grands problèmes, quoi. Donc, on fabrique des grands ordinateurs, mais on veut que les gens travaillent sur des grands problèmes. Et donc voilà, celui-là, il a travaillé sur 104 qubits et il a fait ça. Celui-là, il a fait ça sur 127, il a utilisé tout. Celui-là, il a fait quelque chose de sympa. Bon, sur 77, c'est beaucoup, 77. Hein. Mais peut-être c'est moins bien. Chemistry Beyond Exact Solution. Bon. On reparlera de à quoi ça sert. Enfin, l'ordinateur quantique. Alors, ouais, à quoi ça sert? Par exemple, une vue sympa. Là aussi, on est très dans le commercial. Ils l'ont viré dans la version de cette semaine. Celle-là, il n'y est plus. Donc, c'est les cas d'usage. Les fameux cas d'usage qu'on propose. Bon, segmentés par grand type d'activité. Et puis, les sous-titres. Donc, je vous laisse lire. Il y a des trucs... C'est quand même assez scientifique, quoi, hein, ou assez calculatoire. Il faut bien qu'on parle de nos clients préférés, qui sont des banquiers, donc on parle de ça. Life Science, Drug Discovery, and more. Alors j'aime bien, and more. C'est très... Voilà. Et puis, alors c'est rigolo, le type qui a trouvé ce dessin, c'est assez sympa. En fait, il y a 3 catégories de buts dans la vie d'un ordinateur quantique. C'est faire de la physique et de la chimie, donc simuler la nature. Mais on ne parle pas de fabriquer des images de paysages, non. C'est faire de la physique et de la chimie. Comprendre la nature. On a beaucoup à apprendre. Search and Optimization, donc ça c'est le voyageur de commerce, le sac à dos, les grands espaces. Donc on profite de ce que je vous ai raconté au début, les grands espaces de calcul. On peut attaquer ça grand. Et puis ça, à votre avis, c'est quoi ça? Parce qu'il faut que ça y soit. J'ai dit... Ouais, c'est l'IA, ouais, c'est ça. Ouais. C'est des maths et des data et des complexes structures. C'est l'IA. Bon, il faut que ça y soit. Sur l'IA, je pense que pour l'instant, l'état de l'art sur l'IA, c'est que personne n'a dit ça ne marchera jamais. Voilà. Donc les gens continuent à essayer, mais il faut trouver. Enfin, c'est vraiment. J'ai vu des talks de mecs qui vraiment faisaient ça, autrement que de dire tiens, je vais faire un NN. Un NN dans un truc quantique. Moi, j'ai réussi à faire des images à 2 par 2. Hein. Je vous ai dit, l'état de l'art, c'est 32 par 32. Moi, j'ai fait 2 par 2. C'est pas la bonne méthode. Les gens qui font vraiment ça, c'est des maths vraiment bizarres, quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des clics et des nombres de bêtises dans les topologies. Non. Donc, si vous avez une topologie de data, donc vous mettez des cercles, des distances, vous posez des trucs de maths là-dessus, et il y a des nombres de bêtises qui arrivent, qui caractérisent quelque chose de la topologie, c'est un invariant du truc. Et puis, donc si le graphe il est dense en clics, enfin s'il a beaucoup de clics et que le nombre de bêtises est comme ci, comme ça, il y a une chance pour ordinateur quantique.
Je ne sais pas ce qu'il disait, le gars, mais il avait l'air de savoir. Donc le machine learning, pour moi, c'est quand même, c'est pas avant 2030, quoi. Je vous ai dit, avant 2030, on a des ordinateurs avec beaucoup de qubits, certes, mais bon, les calculs, il faut penser que ce soit restreint, quoi. Il faut tolérer beaucoup d'erreurs et tout ça. Le machine learning, enfin, vous savez, c'est beaucoup de données. C'est pas pareil. C'est beaucoup de calculs sur beaucoup de données. Bon. Alors après, pour traduire ça de manière plus concrète, pour un peu plus concrètement, donc avec des noms de clients et qu'est-ce qu'ils font, etc. Après, je ne vais pas vous le faire là parce que c'est assez long, mais quand on lit bien, c'est pas mal bullshit. Mais c'est pas grave. Et puis c'est oui, peut-être, voilà. Et alors eux, alors, je le mets parce que c'est notre référence en France avec IBM. Crédit Mutuel, bon, bah, pareil, hein, ils disaient pas. En fait, c'est un peu secret ce qu'ils font. Parce qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle qui sont assez forts. Le gars qui va trouver un algorithme quantique, il va rapidement dépasser fortement sa concurrence. Donc je suis allé une fois à un congrès de clients de ça, là, et ils se parlaient, alors ça marche, ouais, ouais, mais tu sais, nous on démarre. Hein. Ils avaient mis des millions sur la table, mais ils n'avaient rien fait. Et les gens qui passaient à l'estrade, ils disaient, oui, on étudie ça, mais on étudie aussi ça, et puis un peu de ça, et puis un peu de ça, puis ils disaient rien. Parce qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle importants. Il y a aussi des enjeux des enjeux de souveraineté, en fait, aussi, beaucoup. Le président Macron, en 2021, il a pris 1,8 milliard pour le mettre sur les technologies quantiques. Bon, c'est pas exactement vraiment ça, puis c'est pas encore donné, comme l'histoire de je sais plus qui est Marseille. Là. Finalement, ils n'ont rien fait. Donc, voilà. Et puis, l'Angleterre a mis 1 milliard, l'Europe a mis 5 milliards. Les US, c'est pas pareil, c'est beaucoup les privés qui font ça. L'Inde a mis 700 millions, l'Allemagne a mis 1 milliard aussi. Enfin, chacun y va. Et ça, c'est des programmes d'État. Parce qu'il y a des enjeux de souveraineté. Le calcul de haute performance, c'est un enjeu de souveraineté. C'est venu de la logistique, ça vient des militaires. Et puis, ça fait aussi des simulations d'explosion. Vous savez, les grands ordinateurs, ils simulent les explosions de têtes nucléaires. Quoi. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, je vais sortir de ce truc-là et on fait une pause et ne vous levez pas. C'est une pause pour faire un peu de physique, voilà, mécanique quantique. C'est pas là-dessus que ça commence. Bon, il y en a qui aiment et qui connaissent et qui veulent venir commenter. Moi, je suis pas physicien, hein, mais bon, c'est assez rigolo. Bon, c'est un peu un word le truc là, mais c'est pas grave. Donc c'est une histoire, c'est une fresque quantique. Donc une petite histoire de la mécanique quantique et de comment on en est arrivé là. C'était le sous-titre. Jusqu'au calcul quantique. Et vous allez voir que le XXe siècle a été marqué par ça. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'idée de la fresque, ça m'a été inspiré de mon copain Walter Schoen à l'UTC. Et donc, je rends la source. Mais c'est moi qui ai fait les charts. Mais l'idée était bien. Donc, on démarre en 1900. Ah, ça marche plus. Ça marche. Ouais. On démarre en 1900, 1905, très tôt dans le XXe siècle. Et avec ce type-là, Planck, et Einstein qui réfléchissent à des problèmes de physique parce que quelques années avant, monsieur Kelvin, ou pas, je crois que c'est ça, hein, c'est ça, hein, Lord Kelvin, il a dit c'est fini, on a tout compris, vous pouvez ranger les ateliers, on va vendre les écoles et tout ça, arrêtez de faire de la recherche, on a tout compris. Plus on, plus on avance, plus on voit qu'on comprend rien. Mais parce qu'il y avait deux petites choses qui n'allaient pas, une histoire de four qui était un peu pas terrible, et puis l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, les équations n'expliquaient pas du tout pourquoi, le phénomène de l'effet photoélectrique. Bon, je vous passe les détails pour aller plus vite, mais si ça vous plaît, on peut en discuter un peu plus. Et donc 1905. Et puis donc au passage, Einstein a obtenu le prix Nobel pour un papier qui fait une page sur l'effet photoélectrique, et pas pour la relativité, ni restreinte ni générale. Ça, c'était encore plus important comme contribution. Pourtant, bon, bref. Donc, il jette ces idées-là, et qui sont des solutions à des problèmes qui ne marchaient pas. Quoi. Ça ne collait pas du tout. La théorie s'effondrait. Et puis, il faut un certain nombre d'années et pour commencer à dire, ah, voilà quelque chose. Alors là, j'ai mélangé. Les fentes Young, c'est pas ça. C'est pas... Les fentes Young, c'est autre chose. Les fentes Young, ça nous parle de la dualité onde-corpuscule.
Et donc les trucs sont des ondes. Bon. Mais ce qui est le vrai truc qui a fait tac, c'est l'expérience de Stern-Gerlach. Donc des gens, Stern et Gerlach, ils étaient deux, ils avaient un labo et ils faisaient ça, quoi. Ils avaient un four avec de l'argent et ils faisaient vaporiser de l'argent. Ils l'accéléraient dans des plaques, pas comment, c'était des ions, donc ils accéléraient, j'en sais rien. Et ça passait au travers d'un aimant et bizarrement, il y avait deux traces sur l'écran. Et là, par hasard, il y a un type qui était un physicien fondamental, pas expérimental, qui était en vacances en Angleterre alors que lui était aux US. Et il a vu la conférence de Stern et Gerlach et c'est là qu'il a fait. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et ça, c'est une histoire de spin. Et que c'est une propriété quantique de la matière. Bon, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Encore une fois, je ne suis pas physicien. Et là, c'est très émouvant. Il y a la fameuse photo du truc, là. La vraie. 1925, arrivent les Allemands. Il n'y a pas que Schrödinger, mais bon, il fait peur. Non, je plaisante. Il arrive avec une formalisation du truc, là, et c'est des maths, en fait. C'est vraiment des maths. C'est des matrices. Pauli, Born, toute la bande, là, on va les voir. Ils font des maths pour coller un modèle sur quelque chose qui n'était pas facile à comprendre. Et donc, il sort ça, la fameuse équation de Schrödinger. Illisible, mais assez facile toutefois. Ket psi, alors ça c'est un psi, et ça s'appelle ket. Ket psi, la dérivée dans le temps de ket psi, c'est un opérateur appliqué à l'état. Simple. Pourquoi ils ont mis 20 ans à sortir ça? Sauf qu'il y a quelque chose qui peut vous choquer dans cette équation, qui est fondamentalement... et ouais, il y a un nombre complexe. Donc cette équation n'appartient pas à notre monde. Et ça, c'est une manière de dire que toutes les histoires d'interprétation, d'observabilité, de mesure, de superposition, tout ça, oublions. Moi, j'ai jamais... Enfin, les nombres... C'est une équation qui nous raconte que on décrit un modèle avec des nombres complexes. Avec l'humanité a appris à faire des maths avec des nombres entiers, puis des nombres à virgule, puis des nombres irrationnels. Alors là, ça a été un drame chez les Grecs, racine de 2. Ensuite, des nombres négatifs. Ensuite, le zéro est arrivé. Puis, et là, on est tranquille, nous. Enfin, moins 300 euros, je sais ce que ça veut dire. Racine de 2, je vois à peu près. Pi, voilà. Mais i-chaise, je crois que jamais je verrai i-chaise. Voilà. Donc c'est un monde, ça nous dit ça, que c'est un monde qui vraiment, il faut se contenter du modèle mathématique et puis il ne faut pas trop vouloir aller dans les interprétations parce qu'on s'y casse le nez. C'est pas notre monde. Et pourtant, ça marche. C'est un modèle. Hein. Il n'y a pas de, la physique, c'est pas des maths. La physique dit voilà, ça c'est le modèle et puis tant que c'est bon, c'est bon. Et c'est un modèle. Peut-être c'est pas ça. Voilà. Bon, Et puis 1927, la photographie la photo de groupe la plus célèbre de la physique, c'est le congrès de Solvay en Belgique. Solvay, c'est un chimiste. Et il a réuni un congrès sur le thème de où en est-on de la mécanique quantique. Et donc arrivent tous les Allemands, Ehrenfest, Schrödinger, tous les calculateurs de matrices, là. Et puis Pauli, Heisenberg, connu pour son chat. Brillouin, que des vedettes, quoi. Vraiment. Dirac, Compton, De Broglie, Born, Bohr, Langmuir, Planck, Curie, Lorentz, Einstein, Langevin, Way, Wilson, Richardson. Il y en a qui sont un peu deuxième division, mais quand même. Alors, juste, il y a une femme, hein, quand même. Et elle est quelque chose française. Russo-française, non, je ne sais plus. Polono-française. Franco-polonaise. Voilà. Pardon. Et c'est le seul être humain à avoir eu 2 prix Nobel. Hein. Passage. Bon, bref, il y a du monde. Et ils font le congrès et ils se mettent d'accord sur qu'est-ce que c'est que cette physique. Voilà, ils disent voilà, on produit le bouquin. Voilà le bouquin. Ça y est, on a travaillé, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Les Allemands, les pas Allemands, tout ça, paf, voilà le bouquin. Mais ils sortent fâchés. Donc il y a cette histoire d'interprétation de Copenhague et où donc après il y a un affrontement pendant des années et les deux équipes sont toutes décédées avant qu'on on trouve la réponse à cette question-là. Donc la team Copenhague, Niels Bohr, c'est quoi Copenhague comme pays? Je suis très mauvais en géographie. Danemark, ok, très bien. Danemark et puis un peu les Américains et à tête de Einstein. Et Einstein qui dit
Ouais, c'est lui qui l'a inventé, hein, et il y croit, la mécanique quantique, mais il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas terminé, parce qu'on ne peut pas comprendre cette histoire de superposition, d'intrication, où on a vu que quand je regarde pas, eh ben, la Lune n'est pas là. Quand je regarde, la Lune est là. Voilà. Parce que ça dit ça un peu, cette histoire. Ou quand il y a une question, c'est, il y a une forêt, il n'y a personne, il y a un arbre qui tombe, savez-vous s'il a fait du bruit? C'est ce genre de délire, quoi. Oui, non, qui peut le dire? Bon. C'est vraiment très difficile du point de vue de l'interprétation. Et je rapproche ça du nombre complexe, là. Pour moi, enfin, c'est comme ça que je raconte cette histoire. Bon, Dieu ne joue pas au dé, blablabla. Enfin, vous avez vu probablement ces actions automatiques à distance. Cette dispute-là, bon, ils n'étaient pas d'accord. Mais Einstein ne disait pas ça marche pas. Il disait ça marche, mais on n'a pas terminé de trouver. Il y a des variables cachées. Il y a des grandeurs qu'on ne connaît pas, peut-être pas comme le spin, comme autre chose qu'on ne connaît pas. Et il y a des équations qui nous restent à découvrir et même des grandeurs qu'on ne connaît pas. Bon. Alors c'est là que la fresque entre en jeu. Les technologies quantiques rentrent dans notre vie quotidienne. Et notamment, on refait le système des unités internationales avec du quantique. Parce que avant, pour vendre du tissu, eh ben, ça arnaquait à fond parce que les mecs ils n'avaient pas la même règle. Et donc, quand on avait un contentieux, on allait rue de Vaugirard, et il y est toujours, remesurer le tissu, quoi. Et donc, il y avait des étalons pour le kilo, le mètre, la seconde, je sais pas. Enfin, il y avait des étalons. Et là, on dit non, c'est fini. C'est beaucoup mieux si on a une expérience de physique qui, elle, est répétable, qui est universelle. C'est l'atome de Krypton. C'est personne qui l'a inventé, l'atome de Krypton, mais ceux qui savent en trouver, ben, ils vont pouvoir faire cette expérience et ils peuvent savoir ce que c'est un mètre. Alors, il faut être un peu fort en expérimentation, en physique expérimentale, mais bon, c'est très important, quoi. Et puis, au passage, ce que ça amène, c'est cette universalité, mais c'est la précision. C'est phénoménal. La précision qu'on a là, le nombre de chiffres significatifs, enfin, quand vous avez fait de la physique, si vous répondiez sur un devoir de physique avec tant de chiffres significatifs, on vous faisait une remarque. Non, c'est pas la peine, ça veut rien dire. Ben, si. Alors, quelques années après, monsieur John Bell, alors Stewart Bell, ouais, John Stewart Bell, il est irlandais, le monsieur, et il conçoit une expérience qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, il n'y avait pas la technologie qui allait, qui permet de différencier, qui permet de trancher le débat entre Einstein et Bohr. Voilà. Est-ce que la théorie a des variables cachées ou pas? Donc, il imagine cette expérience. 1964. Vous connaissez la suite? Qui connaît la suite? La chute. Ouais. En 1967, la seconde est redéfinie, donc toujours dans ce parallèle-là, et ça correspond à 9 192 631 770, et pas 771, oscillations à la fréquence de transition hyper fine de l'atome de césium-133. Pareil, prenez un atome de césium, vérifiez qu'il pèse 133 unités des machins, et vous prenez un chrono, là, enfin je sais pas, vous comptez, et quand vous en avez compté 9 192 000 secondes. C'est magnifique ça. Non, la précision du truc, enfin, bon, ça ne vous émeut pas. En 81, voilà, on y vient, le calcul quantique. Alors le monsieur, c'est un des physiciens les plus avec beaucoup de charisme. Il faisait des conférences partout, il expliquait les choses bien. Je vous conseille le livre Lumière et matière de lui là. Il expliquait bien. Le livre Lumière et matière, il explique des trucs incroyables. Il n'y a pas trop de maths, voire pas du tout, je crois. Et puis là, il dit, et lui, il veut faire de la physique, hein, c'est un physicien, en 81, et il dit ça. Il dit jamais un ordinateur classique ne m'aidera dans mes calculs. Je le traduis. Et en même temps, il dit, par contre, si on considère quelques atomes ou un petit bout de l'univers, quelques atomes, quelques électrons, hein, eux, ils obéissent à l'équation de Schrödinger, qui est d'ailleurs très difficile à résoudre. Et bien ça me permettra de simuler la nature. Donc c'est un calcul. Voilà l'ordinateur quantique, il est là, l'idée est là, et en fait, vous voyez, la motivation, c'est pas pour faire des transactions bancaires, c'est pour faire de la physique et de la chimie. Il est bien pour ça, et c'est d'ailleurs les premières vraies applications, les premiers vrais résultats qu'on attend de ça, c'est dans ces domaines scientifiques, physique, chimie. Le machine learning viendra un jour, peut-être. Donc voilà, 1981. 1981, j'adore cette photo qui fait un peu écho à celle de 1927, et on voit que les temps ont changé. Et pourtant, 27-81, ça fait 50 ans, quoi. Et on voit que l'ambiance a changé.
Les types ont des barbes. Il y a un chien là. Donc il y a lui, il est là, Feynman, non, il est là. Il y a deux femmes, donc en proportion, ça va pas bouger. Ils ont des cols pelle à tarte, enfin c'est bien. Ils sont assis sur la pelouse, c'est cool. Et donc c'est le grand séminaire fondateur de l'informatique quantique. Et là aussi, les noms sont pas tous. Enfin, il n'y a pas de prix Nobel en calcul, hein, en informatique. Et ils ont des médailles Fields. Enfin, tous les gars qui sont là ont beaucoup contribué. Donc là, il y a Shor, il y a Bernstein, Vazirani, toute la bande. Voilà. Et notamment Feynman. Il y a un type qui prend la photo. Il n'y avait pas de photographe. Et c'est Bennett, Charles Bennett, qui est à l'époque employé à IBM et qui, je crois, n'est pas parti en retraite, mais il ne fait plus rien, il est 80 et quelques. Et donc, il n'est pas sur la photo, parce qu'ils n'avaient même pas de photographe. Voilà. Et 1982, nous y venons, Alain Aspect réalise une expérience il réalise l'expérience de Bell, quoi, qui vérifie ou pas les inégalités de Bell, et il conclut, il n'y a pas de variable cachée. Mon pauvre Einstein n'avait pas raison. Pas dire qu'il avait tort, mais il n'avait pas raison. Et il reçoit le prix Nobel de physique en novembre 2022 pour cette expérience décisive. C'est très important, parce que cette théorie, soit elle est bancale, soit elle ne l'est pas. Là, on dit elle ne l'est pas. Elle est très surprenante, elle est incompréhensible, mais elle n'est pas bancale. Elle est complète. Donc c'est bien, on peut avancer avec ça. En 83, on redéfinit le mètre, puisqu'on avait fait la seconde. Bon, ben, c'est facile avec la vitesse de la lumière de redéfinir le mètre. Et vous voyez aussi la précision. D'ailleurs, là, c'est la vitesse de la lumière, ça. Et puis, voilà mon ami, c'est lui là, Bennett. Alors, 84, protocole de cryptographie quantique. Bon, j'ai mis ça parce que quand je fais des cours, je parle de BB84. Le kilogramme quantique en 2018, vous voyez, c'est assez récent quand même. Donc, le kilo, alors, on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. C'est défini en fixant la valeur numérique de la constante de Planck à ça. Et puis, voilà, ça marche. Donc, content. Alors, maintenant qu'on a fait cette histoire, je vais vous passer les fameux postulats de la physique quantique. Accrochez-vous, ne pleurez pas. C'est bizarre, c'est très bizarre, c'est très étrange, mais c'est constructif. Ça marche, ça fonctionne. Ça permet de prédire et de calculer des trucs. Je vous rassure, le calcul quantique, c'est pas ça. Enfin, je vous rassure. Mais c'est quand même basé là-dessus, quoi. C'est très difficile de se détacher, même si moi je suis plus sur les calculs plus matheux sans physique, quoi. Et c'est pas des maths difficiles d'ailleurs, en ce qui concerne le calcul. En ce qui concerne la physique, oui, ce sont des maths difficiles. Premier postulat. Alors là, c'est là que ça. L'espace des états. Donc les choses ont des états, les objets, la nature, moi, tous les photons, les électrons, les atomes ont un état. Et bien cet état, c'est un vecteur dans un espace vectoriel. Tout le truc est là. Si vous avez retenu ça, tant pis pour vous, mais c'est que ça, c'est ça la clé. En classique, on a des 0 et des 1. En quantique, on calcule avec des vecteurs que l'on appelle quête 0 et quête 1. Mais ce sont deux vecteurs. Ce sont deux vecteurs d'une base qui engendrent un espace et on calcule avec ça. C'est pas, on manipule des vecteurs et c'est ça qu'on appelle un calcul. Donc c'est vraiment différent. À la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut comparer les choses? Non, c'est incomparable. La notion même d'information est différente. On parle d'un vecteur. On va tourner autour, ou c'est lui qui va tourner. Voilà, donc à chaque instant, un système est entièrement défini par un vecteur. Alors, et on simplifie les choses. Unitaire, c'est-à-dire qu'il est normé, bon, très bien. Ça facilite beaucoup la vie, ça. Il y a plein de conditions qui vont faire que ça va, c'est pas de la physique quantique pure. En revanche, l'espace vectoriel, il est défini avec des coordonnées complexes. Et ouais, il faut bien que cette histoire de complexe, on ne peut pas l'éliminer comme ça. Donc c'est un espace dit hermitien. Voilà. Pas un espace euclidien, c'est un espace hermitien. Les coordonnées sont complexes. Mais ce sont des vecteurs avec des coordonnées éventuellement complexes. Alors après, en général, on parle de quête psi. Alors la notation, c'est pas U avec une flèche. Ça, on le doit à Dirac. Ça s'appelle un quête. Et puis il y a des bras, donc ça fait des braquettes. Et voilà. Et ça peut. Comme quand vous dites je cherche X dans une équation, nous on dit l'état c'est quête psi. L'état général c'est quête psi. C'est une tradition. Deuxième, alors ça va devenir du charabia. Deuxième postulat de la mécanique quantique, observable. À toute grandeur physique mesurable est associé un opérateur hermitien, donc une matrice,
à coefficient complexe éventuellement, agissant dans l'espace vectoriel, mais ça c'est bien, c'est de l'algèbre linéaire, c'est pas très difficile. A est appelé observable et est supposé décrire complètement la grandeur physique associée. Donc pas le système, non pas l'état, mais la grandeur physique associée. Par exemple, la vitesse, ou le spin, ou la couleur, ou je sais pas, enfin, voilà. Donc il y a une espèce un observable. Et l'observable, il dit bien son nom, c'est ce qu'on peut observer. Le reste, non. Troisième postulat, la mesure d'une grandeur physique observable, A, ne peut avoir comme résultat que l'une des valeurs propres de l'opérateur associé. Donc une fois qu'on a ces matrices qui définissent le système, les valeurs propres de la matrice, si ça vous rappelle quelque chose ou pas, ce sont les valeurs qu'on peut mesurer, qu'on peut observer. Par exemple, dans un atome d'hydrogène, on peut observer, c'est l'énergie. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est ça. Donc il est en basse énergie, l'électron est près de son noyau, il reçoit un photon, pouf, il monte au premier niveau, il reçoit encore un photon ou un autre photon, ou je sais pas, un photon d'une énergie différente, il monte au deuxième, troisième niveau. Ces niveaux-là, enfin, tout ça est décrit par une matrice qui est l'observable énergie du truc là, de l'atome, et tout ce qu'on peut mesurer, ce sont ces états, ce sont des nombres qui sont les valeurs propres de cette matrice. Ça commence à devenir compliqué, mais ça va pas, il y en a pour 5 minutes et on en sort. Voilà. Alors, règle de Born. Alors, celle-là, elle est rigolote parce que elle fait dire aux gens, ouais, on ne peut rien faire avec la mécanique quantique. En fait, non. La mesure d'une grandeur physique observable, A, effectuée sur un système dans l'état initial ket psi, fournira un vecteur propre U de A, associé à la valeur propre correspondante, avec la probabilité Tartampion. Ah, donc là, vous me dites que il y a de la probabilité, le truc est pas déterministe? Non, mais c'est pas grave. Et il ne faut pas confondre, parce que c'est important, il y a ce problème-là, ouais, la mesure n'est pas déterministe, mais le contrôle, lui, il l'est, heureusement. C'est-à-dire que nos qubits, on sait les manager, on sait les contrôler précisément à la technologie près, dans tel et tel état. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le système, il évolue de manière très, très contrôlée. C'est ça l'algorithme. À la fin, quand on mesure, il y a une probabilité. Alors, comment on fait? Eh bien, chaque calcul, si vous allez sur les trucs d'IBM, vous lancez un calcul, en fait on le tourne 4000 fois et on vous rend une distribution de probabilité des résultats obtenus. Et c'est bon, le résultat apparaît. S'il n'apparaît pas, si vous avez que du bruit, c'est que votre algorithme est mauvais ou la machine est mauvaise. Ou c'est pas faisable. Donc retravailler, trouver des corrections d'erreurs, des machins, parce que des atténuations d'erreurs, des évitements, voilà. Vous faites un exercice plus petit. Donc ne pas confondre cette histoire de probabilité, et Einstein disait je ne peux pas croire qu'on joue au dé avec la nature, ben si, il y a cette probabilité et on ne pourra pas l'expliquer. D'ailleurs ce truc-là, l'histoire de la mesure, il y a encore des bouquins qui paraissent sur qu'est-ce que c'est que ça. C'est le pire truc, c'est pas la superposition, c'est pas l'intrication, c'est pas l'interférence. Le pire truc qu'on ne comprend pas, c'est cette histoire de mesure probabiliste. Voilà. Et ça parle encore, quoi. Beaucoup. Il y a des gens qui n'en sont pas encore à avoir terminé de fouiller la théorie. De Broglie, par exemple, enfin, il est mort, mais il est sorti de là avec Bohm. Et il y a toujours des gens qui regardent si l'hypothèse Bohm-de Broglie ne serait pas bonne. L'hypothèse Bohm de Broglie, elle ne dit pas que la mesure elle s'effectuait de manière probable, elle dit nous avons observé une mesure là, 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 mesure là. Sa position est en superposition. Sa position est une valeur observable. Et sa position est un état. Et à un moment donné, il est là et là à la fois. Peut-être il est là. Et quand je le mesure, il va me dire avec une certaine probabilité qu'il est là, il va me répondre, enfin ma mesure va me donner il est là, ou bien il est là. Mettons qu'il soit au milieu. Mettons que je l'ai programmé, je l'ai contrôlé pour être au milieu. Quand je le mesure, il ne peut pas me répondre qu'il est au milieu, ça n'existe pas, ça c'est le monde des complexes. Il va me dire ça, ou bien il va me dire ça. Et bien, au moment où je mesure, ben, l'état, je l'ai cassé, il a disparu. C'est-à-dire que si je le mesure là, ben, maintenant il est là.
On peut recommencer. Et ce que ça veut dire, c'est que le calcul s'arrête. Quand on mesure, c'est terminé. On ne peut pas continuer. On est redevenu dans un état classique. Oui. Ah ben, on fait ce qu'on peut. Et vous allez voir, 400 nanosecondes, on est content, quoi. 400 milli, 400 micros, 400 micros. Ah non, 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 non. C'est-à-dire que l'État a disparu, l'État devient inconnu, il est parti, il a vrillé, vraiment, hein. Bon, ben, on ne peut plus continuer, on ne sait plus ce qu'il y a. On est en décohérence. Voilà. On va regarder ça, vite fait, dans pas longtemps. Et puis le sixième, bon, ben, le sixième, alors il y a des gens, oui. Ah oui, pardon. Oui, la question était chez IBM, alors chez d'autres c'est pareil, mais avec des performances différentes. Comment on fait pour se protéger de la décohérence? Et la décohérence, c'est une source d'erreur. Il y a plein de sources d'erreur, notamment la décohérence. La décohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai dit, on pilote l'état de nos qubits. On sait le piloter, on sait où ils sont. Il n'y a pas de problème de déterminisme. Mais si on attend une milliseconde, ils se sont tous fait la malle. Ils ont fait des interférences et tout ça, et ils sont plus dans l'état qu'on croit. C'est ça la décohérence. Et notamment, c'est un principe très très fondamental. Vous êtes assis, si vous étiez debout depuis une heure, vous auriez envie de vous asseoir, quoi, de relaxer un peu d'énergie, enfin, l'état de basse énergie. Donc les trucs, ils ont envie de changer. Et on ne peut pas les maintenir dans un état d'énergie non basse. Alors après, bon, l'équation de Schrödinger, il y a des gens qui présentent 5 postulats. Des fois, il y a des versions dans des bouquins où on en voit 6. Bon, mais c'est l'évolution dans le temps. Bon, c'est l'équation qui régit l'évolution dans le temps. Voilà. La dérivée de l'état dans le temps, c'est un opérateur multiplié par cet état. C'est cet état multiplié par un opérateur. Et puis, il y a I h bar. H bar, c'est la constante de Planck, c'est un nombre. C'est pas difficile, c'est pas grand-chose. Voilà, ça c'était la pause physique. Et maintenant, on reprend avec le modèle du qubit. Mais normalement, tout le vocabulaire que je vous ai passé là va faire sens maintenant. Je me reset up. Ça va, c'est trop... Faut me dire hein, si vous voulez qu'on s'arrête. Alors, ça c'est un bit classique. Donc il est dans l'état 0 ou il est dans l'état 1. Et il n'y a rien entre les deux. C'est très clair, il n'y a pas de problème. Ça se mesure, on peut le mettre là, là, là. Et ça c'est un circuit classique. Donc si je prends 2 bits, je fais un additionneur. Et là j'ai la somme, et là j'ai la retenue. On y reviendra. Et donc ça c'est un circuit, et il est gravé dans le chip, ça. C'est ça un processeur. Hein. Dans l'ALU, il y a des additionneurs à bits, et puis ça fait des multiplications, et ça fait des calculs. Et puis ça s'appelle une porte. Voilà. C'est des rappels. Et en anglais, une gate. Eh bien, voilà un qubit. Et un circuit. Alors j'aime beaucoup cette charte, c'est pour ça que je suis allé la rechercher dans l'histoire. Donc c'est une vieille qui est plus utilisée, je n'ai même pas le droit. Et qui dit, voilà, ben là maintenant, par rapport à la précédente, il y a un 0 et un 1. Bon, on les appelle quête 0 et quête 1. Et puis vous voyez bien, enfin, l'image induit cette réflexion que finalement, il y a quelque chose existe entre 0 et 1. Et en fait, en réalité, tous les états qui sont sur la sphère sont des états quantiques valides. Ce sont des vecteurs. Il faut se regarder par rapport au centre. Ça, c'est un vecteur qui est là, dirigé vers le haut. Ça, c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas. Cela forme une base canonique de l'espace vectoriel. On les appelle 0 et 1 pour plus tard, pour faire du calcul avec. Mais c'est une convention. Ça peut être le chat est mort, le chat est vivant. Ça peut être mon pull est bleu, mon pull est rouge. Et puis je peux mélanger et j'ai un pull bordeaux. Ça marche. Les vecteurs, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? La seule chose qu'on demande à un vecteur, c'est que alors nous, ils sont unitaires en plus, hein, ils sont donc sur une sphère, mais c'est que quand j'additionne deux vecteurs, ça fait un vecteur. C'est tout ce qu'on demande à un vecteur. Plus l'associativité, la commutativité de l'addition, bon, ce sont des détails. Voilà. Donc les états, il faut avoir une petite réflexion tranquille pour comprendre cette histoire. Et une fois qu'on a compris ça, c'est le principal, c'est tout. On va avoir des vecteurs, on va les faire bouger, et on va voir un résultat, et on va dire c'est super. C'est que ces vecteurs, eh ben, ils sont dans des grands espaces, parce que là c'est un seul qubit, mais quand vous prenez beaucoup de qubits, ce sont des grands espaces vectoriels et vous faites des grandes choses.
Ça, c'est un circuit. Alors, le circuit est différent. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le circuit, l'électricité, le signal avançait de gauche à droite. Là, non, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Et donc, sur Q0, il y a 2 qubits ici, il s'appelle Q0 et Q1. Lui, il est dans l'état ket psi 0 et lui, il est dans l'état ket psi 1. Et il va se passer ça. Ça, c'est une porte. Mais c'est quelque chose qui va être donné dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le circuit. Dans le chip, je vous ai dit, il y a juste les états. Mais on va envoyer des impulsions électroniques ou des photons, on va le remuer, pour le contrôler dans les états au fil du temps. Donc au temps 0, on fait ça. Au temps 1, on fait ça. Au temps 2, on fait ça. Au temps 3, on fait ça. Au temps 4, on fait ça. Et là, on mesure. C'est fini. On arrête. Et là, alors pour ceux qui connaissent déjà le calcul quantique, mais, mais il y a plusieurs manières de le représenter, ce circuit, mais c'est pas grave. En fait, psi 0 se retrouve là et psi 1 se retrouve là. Donc on a fait un swap. C'est utile de faire des swaps, non, des fois, quand on veut faire des tris ou je sais pas. Bon voilà, donc c'est ça, le paradigme du calcul quantique, c'est le fait que l'état, ben, il y en a une infinité possible, on sait bien les maîtriser. Alors à la fin, on mesure, et là, il y a une histoire de probabilité, mais qui est que dans le truc rose. D'ailleurs, les portes roses ne sont pas de la même couleur que les autres. Les autres, elles font pas de mal, elles font changer l'état, mais la rose, elle casse. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà le résultat. Ça arrête le calcul, je vous ai expliqué. Oui. Non, non, H, c'est une porte. Non, 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 ouais, il n'y a que des H. Il y a des Q et des H chez nous. Il y a Hamiltonien, Hermitien, Hadamard. C'est une porte de Hadamard. Je vais vous la décrire dans un instant. Non, non, c'est une porte qui... je vais dans une seconde. 2 secondes. La première seconde, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Donc ça dit juste que, en général, un état en général, alors il n'est pas figuré là, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de la base. A0 plus B1. AI plus BJ. AU plus BV. Bon. Et puis, et alors donc la règle de la mesure, quand même, il y a quelque chose, c'est que c'est pas n'importe quoi, c'est pas probable, c'est une probabilité, oui, mais appuyer sur quelque chose, c'est-à-dire que si A est grand, enfin, la probabilité de mesurer 0, c'est A au carré. La probabilité de mesurer 1, c'est A au carré, module carré. Hein. Et donc ça veut dire que si on est près de 0, il y a beaucoup de A dans la combinaison, il y a beaucoup de 0, donc A est plus grand en module que B, que les vecteurs. Hein, voilà. Si on a un vecteur proche là, il y a beaucoup de 0, il y a peu de 1. Donc la probabilité de mesurer 4 0 sera grande. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui n'a pas rien. Donc ça, c'est la mesure. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la mesure. Le reste, c'est... Et puis la porte, alors après il y a la porte X et je viens à la porte H. La porte X, eh ben, elle fait, si je suis à 0, je vais à 1. C'est une porte non. Et d'ailleurs, si je suis à 1, elle va à 0. Donc si je démarre à 0, j'applique la porte X, je suis à 1. Et si je mesure, là, j'ai la probabilité de mesurer 1, c'est 1. Là, c'est sûr. C'est donc dans beaucoup de cas. Ah, ouais. Ouais. J'ai pas le droit de toucher cette charte-là. Donc là, au début, il y a une flèche rouge qui montre l'état quête 0. Mon qubit est dans cet état-là. Et là, ici, la flèche est vers le bas. Et est toujours centrée sur l'intérieur de la sphère. Et puis H, donc H, elle est très intéressante, on l'adore. Donc H, bon, H, c'est quoi? C'est qu'on part de 0. Il y a aussi le cas où on part de n'importe où ailleurs, bien sûr, on part de 1. Mais H va me mettre sur l'équateur. Qu'est-ce que c'est que l'équateur? C'est l'endroit où la probabilité de mesurer 4,0 et la probabilité de mesurer 4,1 sont égales. Et elles valent 1,5. Donc les coordonnées, c'est 1 sur racine carrée de 2. Ça coule bien, ça passe. Voilà. Mais il y a pire. Donc H, c'est celle qui produit la superposition. Parce que là, qu'est-ce qu'on entend par superposition? On entend un vecteur qui n'est pas ket 0 ou qui n'est pas ket 1. Toute combinaison linéaire, finalement, c'est une superposition. Si j'ai un vecteur qui est pull rouge et un vecteur qui est pull bleu, toute combinaison linéaire, un peu de bleu, beaucoup de bleu, un peu de rouge, tout ça, toute combinaison linéaire, c'est une couleur valide. Mais si je suis pile à l'équateur, c'est pur bordeaux. Admettons. Je ne sais pas si mon image est la supporter. Ouais. H, très important. Si vous allez plus loin, vous verrez que tous, je vais bien dire tous, mais on commence, tous les algorithmes quantiques commencent par mettre en superposition tous les qubits. Et là, j'obtiens mes 2 puissance 127 états, et puis après on y va. On fait d'autres trucs. Et on commence nos algorithmes en superposant tous les états pour profiter de
de toutes ces valeurs à la fois. Alors, on fait pire. Oui. Bien sûr, ben oui, l'algorithme, la question c'est, quand on fait un calcul, est-ce qu'on choisit les portes? Oui. Alors, il y a des gens qui font des circuits aléatoires. Donc, autre chose, c'est pour mesurer des trucs dans l'ordinateur. Mais bien sûr, l'art de l'algorithmie, c'est de dire, bon ben voilà, mais comme dans un algorithme classique, je fais telle instruction, telle instruction, telle instruction, et ça doit donner un résultat. Donc voilà, maintenant l'ensemble. Alors je vais juste vous attirer l'attention sur le fait que on a, alors celle-là c'est X. Alors il y a une nomenclature de dessin, bon c'est X. Gardez l'image en tête. Ça c'est X, mais on a X, Y, Z, on a l'identité. Bon. Donc les portes sont des matrices. Les états sont des vecteurs, les portes sont des matrices. Ça agit sur les vecteurs. C'est de l'algèbre linéaire. Et puis il y a des... Alors, pourquoi X, Y, Z maintenant? Parce que quand on représente le qubit sur la sphère, on peut le représenter un peu mieux que tout à l'heure, et ben on peut se doter d'axes, donc ce sera X, Y, Z, et c'est pas la base. La base, elle est quête 0 et quête 1. Il faut un peu de temps pour y réfléchir et mûrir l'affaire. Mais voilà, et X, Y, Z, et donc X, c'est une rotation autour de l'axe X d'un angle pi, Y, c'est une rotation autour de l'axe Y d'un angle pi. Alors la différence, c'est ça, hein. Ça. C'est pas la même rotation. Et puis Z, c'est une rotation autour de l'axe Z, d'un angle pi. Et puis vous pouvez faire des rotations d'un angle quelconque. Voilà. Et puis on définit des états. Donc il y a quête 0 et quête 1. Et puis il y a l'état quête plus qui est là, quête moins qui est de l'autre côté là, quête I qui est là et quête moins I qui est là. Bon, ils sont là, enfin voilà. Et puis x au carré, ça fait l'identité. Évidemment, si je fais une rotation d'un angle pi, puis une rotation d'un angle pi, j'ai rien fait. Et ils ont toutes ces belles propriétés. Et puis la porte qui fait la superposition, c'est ça, c'est H. Donc là, si vous êtes très fort, vous voyez bien que quête 0, c'est quoi les coordonnées de quête 0? C'est 1 et 0. On est dans la base canonique 1 et 0. Donc quête 0, c'est coordonnées, c'est lui-même. C'est 1 une fois moi et 0 fois l'autre. Bon, ben, si vous prenez quête 0, vous multipliez par cette matrice, vous obtenez l'état superposé de tout à l'heure, moitié-moitié. Et si vous prenez quête 1, aussi. Mais c'est pas le même, ça va être moins. Un truc dont j'ai pas parlé, mais j'en parlerai pas. Alors l'autre truc qui est important, mon Z, qui n'est pas une porte, qui est une mesure, ça casse, c'est la fin, c'est la porte control note. Donc on n'a que des portes à 1 qubit, et alors il y en a une infinité, hein, puisque là vous pouvez faire n'importe quelle matrice unitaire, vous avez de quoi jouer. En revanche, dans les ordinateurs, la seule chose qu'on fait, enfin il y a toujours des nuances, hein, mais au premier et au 5e niveau, il n'y existe qu'une porte à 2 qubits, et c'est celle-ci. Ça s'appelle une C-note, ou une control note. Et ça veut dire quoi? Et vous voyez, elle n'est pas symétrique, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est un qubit, ça c'est l'autre. Donc lui, c'est on appelle ça le contrôleur, et l'autre, on l'appelle la cible. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que si le contrôleur est à 1, alors on change l'état de la cible. Sinon, non. Celle-là, elle est intrique. Elle fabrique une intrication. Pas si. Et qu'est-ce que c'est qu'un circuit quantique? Ben, c'est ça. Comme tout à l'heure, et ça on va le voir dans la démo, vous avez des portes quantiques, vous avez un certain nombre de qubits, et vous faites du drag and drop. Après, on peut le faire en Python, en même temps même. On peut aussi décrire, automatiser, parce que quand les circuits sont grands et tout ça, on va se tromper, ça va être pénible. Et vous faites du drag and drop, vous mettez vos mesures à la fin, et puis ça vous produit un résultat. Et là, ce résultat, je vous le dis pour tout à l'heure, il me dit que 0 plus 0 égale 0. C'est même pire, c'est 0 plus 0 plus 0 égale 0. On y reviendra. Parce que ce circuit-là, c'est une addition. Je vous tease un peu. Alors après, voilà, ça c'est les circuits. Ça c'est un additionneur 4 bits. C'est ça un processeur. Un ALU, il y a ça. Hein. Et ça, c'est les qubits, typiquement. Donc ils sont connectés selon le réseau que je vous ai dit. Ça ne ressemble pas à des circuits. Si vous avez vu des chips déjà, de près, ça ne ressemble pas. Alors, est-ce que c'est le moment de faire la pause plateforme? Non. Maintenant, on va parler de technologie. Ça va pour l'instant? C'est comment par rapport à ce que vous imaginiez? Ça va? Bon, je voulais en faire beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, on peut dévier. Puis si je ne fais pas ce que j'avais prévu de faire, ben, ça ne vous fera rien. Moi non plus. La technologie. Alors bon, comment on fabrique un ordinateur quantique? Et là, c'est la science-fiction, c'est génial. Eh bien, il y a plusieurs. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Ezrati,
qui est la diva en France du calcul quantique. C'est pas un chercheur, il fait pas lui-même, il travaille pas ça, il raconte. Et il raconte, c'est génial. Il en sait des kilotonnes. Et chaque année, il produit un bouquin. Là maintenant, il fait 1500 pages, le bouquin. Il est gratuit en téléchargement. Et c'est tout ce que vous avez envie de savoir sur le quantum computing, quoi. Sauf les articles que je vous ai montrés tout à l'heure, là, les trucs avec 100 qubits sur la chimie, tout ça. Il ne fait pas le calcul, il parle du calcul quantique. Et donc, voilà, donc j'ai pris ça. Voilà comment on fabrique des ordinateurs quantiques. Et ben, on peut les fabriquer avec des ions piégés, trapped ions. Des ions piégés, donc on prend des ions qui sont sensibles au champ magnétique, et on fabrique dans l'espace des trous magnétiques, quoi, des endroits où ils vont être piégés, parce qu'ils sont chargés. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a des atomes qui flottent, piégés dans un champ magnétique. Et on leur envoie des photons pour changer les états. Et donc on fait le calcul en envoyant des photons à tel qubit, à tel endroit, enfin à tel ion, à tel endroit, à tel moment. Et à la fin, on regarde et ça fait le résultat. C'est chouette, non? Moi, ça m'épate. Surtout que je ne connais pas cette technologie-là. Alors après, il y a les atomes froids. Alors ça, c'est un peu c'est bizarre, atome froid. Au début, il l'appelait même atome neutre, qui était carrément un syllogisme, je ne sais pas comment on dit, comme je monte en haut, là. L'atome, c'est neutre, sinon c'est un ion. Non, oxymore, non. C'est le contraire. C'est quand c'est le contraire. L'oxymore, non, l'oxymore, c'est quand un truc contredit l'autre dans une même phrase, dans un même mot. Pléonasme, je cherchais pléonasme. Merci. Ouais. Atome neutre, c'est un pléonasme. Par contre, un atome chargé, ça serait un oxymore, puisque ça n'existe pas. Donc, des atomes froids. Alors, c'est encore pire. Vous prenez une cavité d'acier, bien étanche, vous faites le vide, bien vide, et vous avez un four à côté. Enfin, un four, c'est un petit dispositif, avec des atomes de je ne sais plus quoi, terbium. Enfin, des atomes qui sont bien choisis, parce que leurs deux premiers niveaux d'énergie sont assez bien séparés des autres. Et vous envoyez des atomes un par un dans la cavité. Et dans la cavité, il y a des lasers qui accueillent les atomes et qui tapent dessus pour qu'ils s'arrêtent. C'est vraiment science-fiction, quoi. Et quand vous en avez mis 100 ou 1000, eh ben, c'est bon, vous pouvez démarrer le calcul. Et là, comment vous calculez? Ben, vous envoyez pareil, vous avez vos atomes, vous attendez un peu, ils se mettent dans l'état fondamental, mais ils tiennent là, hein, et ça ne bouge pas vite un atome quand vous le laissez tranquille. Et même, en fait, vous les maintenez en place avec des pinces à épiler optiques. Des tweezers, optical tweezers. Et vous les maintenez en place comme ça, dans un réseau en 3 dimensions pour le coup. Donc vous allez voir sur Internet, ils ont fait des photos de la Joconde, de la Tour Eiffel et tout ça. Et puis vous envoyez avec des photons, vous changez l'état de ces atomes à un moment donné, tel et tel atome selon sa position, et ça fait un calcul. Et à la fin, vous regardez, parce que c'est un peu ça, c'est de la phosphorescence, vous regardez et ça vous donne le résultat. Bon, il y a de quoi être surpris. Alors ça, c'est sur du silicium, c'est de l'annealing. Il y a peu de monde là. Je vais parler des gens aussi. Ça, les superconducting, c'est sur du silicium. Donc c'est pour ça que je vous ai montré un chip. Et ce sont des jonctions d'une certaine façon, ces jonctions-là. Il faut regarder Pascal pour avoir les images de la Joconde. Avec un Q. Et superconducting, donc c'est sur du silicium, mais très 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 froid. D'où un peu la forme, j'en ai pas trop parlé, mais on va voir sur la charte d'après, on opère à des températures extrêmement basses pour que l'aluminium dessus soit supraconducteur et pour éviter le bruit. On est sur de la matière condensée, il y a des atomes, il y en a partout, et ils ne demandent qu'à envoyer des photons parce qu'ils se relaxent, et ça fait des erreurs. Donc on est très 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 froid. Alors ça, c'est le pari de Grenoble, Kobli, le Leti à Grenoble. Ils ont ce pari-là qui peut être intéressant. Il y en a d'autres qui les ont suivis visiblement. Alors je ne sais pas trop raconter cette affaire, ce sont des électrons, des spins d'électrons. Les électrons sont piégés là dans des endroits. Et les spins d'électrons, et on les change. Bon. Donc c'est que des phénomènes quantiques. Alors des vacancies, alors ça marche pas bien. Ouais. Alors là, c'est encore plus incroyable. Prenez un petit bout de diamant, pas grand. Le diamant, c'est un réseau de carbone cristallin. Je ne sais pas comment on fait. Hein. Vous en enlevez 2 des carbones voisins. Débrouillez-vous avec ça.
Et donc vous avez deux trous. Mais à la place d'un des trous, vous mettez un azote. C'est fait. Vous avez un qubit. Et il y a des gens qui s'y intéressent. Euh, Alors les topologiques, là, je ne sais même pas ce que c'est des anions. Et donc Microsoft, ils sont partis là-dessus dès le début. Les anions, c'est des particules dites de Majorana. C'est un copain de Fermi qui a disparu en mer. Donc il n'y a pas malheureux parce que justement les anions, on ne sait pas si ça existe vraiment. Mais Microsoft sont partis là-dessus. Enfin, ils ont des raisons de penser. C'est toujours des paris, c'est-à-dire que si ça existe, ça va être beaucoup mieux que les autres. Mais c'est dur. À un moment donné, ils ont dit on abandonne et puis ils sont revenus. Et puis les photons. Alors les photons, c'est ce qu'il y a de plus quantique, les photons, des grains de lumière. Ça peut faire des ordinateurs quantiques. Et donc vous avez tout ce monde là, tout ce joli monde qui voilà. Alors côté de la team supraconducteur là, on est bien. Il y a IBM, Amazon, il y a des gros quoi. Hein. Google, Rigetti aussi qui est pas mal gros. Et puis Alice et Bob qui sont français et qui eux ils ont dit nous on a trouvé une manière de graver notre qubit qui est bien meilleure que les autres, de bonne qualité. On va voir. Et puis pour les Français, vous avez ici Pascal. Donc ça c'est une société française. Cobly, j'ai cité les Grenoblois, Grenobloises d'ailleurs. Et puis ici dans les trappes-taillons, pas trop. Ça c'est les Anglais qui aiment bien là. Oxford. Et puis dans les cols d'atomes, donc Pascal, ici les photons c'est Candela. Vous voyez C12 quelque part? Là. Ah oui, ils sont derrière Cobly alors. Ouais. Alors, après les trucs là, où c'est que je l'ai vu ce truc? Ça m'a fait rire. Vous voyez qu'ils mettent des culs partout. Il y en a même une qui s'appelle Plan Cul. Mais c'est pas des Français, donc ils y sont allés de bon cœur. Bon. Ah bah c'est nous, c'est silicium, c'est sur silicium, c'est un circuit électrique, un résonateur électrique. C'est des électrons qui vont dans les deux sens dans un circuit. Ils vont dans les deux sens à la fois, c'est ce qui fait de la superposition. Des paires de Cooper avec des boucles, avec une inductance non linéaire. Enfin, c'est de la techno forte et de la physique assez intéressante. Alors ces gens-là, donc toujours chez Ezrati là, bon ben c'est un gros travail hein, qu'il fait le monsieur, parce que voilà, on peut comparer ces choses-là. Donc là, un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le taux d'erreur, la fidélité des portes. C'est-à-dire quand on dit fait ça, à quelle probabilité il a fait ça. Vous voyez, on est pas mal là. Voilà, ceux-là sont un peu mieux. Ceux-là sont aussi dans le même ordre. Donc mais c'est dégueulasse, 99% de probabilité que ça marche. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que dans des ordinateurs quantiques, classiques, vous faites des milliards d'opérations par seconde. Donc s'il y en a 1% qui se plante, vous voyez dans quelle merde vous êtes. Oui. 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 Alors la température, alors excellente question. La question est comment on fait pour faire du froid comme ça. Tu connais un peu la physique, oui. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi je ne savais même pas hein, d'ailleurs. Mais là on nous dit, il y a un indice quelque part dans la charte, mais la température c'est 1 millikelvin, 15 millikelvin et 4K tout room température. Bon ça c'est bien, c'est chaud, voire même chaud. Mais en fait, j'ai découvert ça avec le quantum computing, mais imaginez qu'on fait un frigo à moins de 4,9 degrés, c'est possible. Parce que l'élément dans l'univers qui ne gèle pas, c'est l'hélium, et il bout à 4,9. On peut faire des pompes et des frigidaires qui vont jusqu'à 4,9, mais aller en dessous, c'est pas possible. Avec un frigidaire. Donc là, je vous invite à aller voir sur YouTube Quantum Near Zero, le professeur Morello. Morello. C'est un régal. Il explique ça en 15 minutes. Il faut le voir deux fois si vous n'êtes pas physicien. Moi, j'ai vu 10 fois. Mais elle est succulente. C'est un Italien très stylé qui vous raconte ça. C'est génial. En anglais. Hein. Donc, Quantum Near Zero, Morello. Mais je vais vous donner un site qui regroupe ça, je crois. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Bon, voilà, les taux d'erreur sont dégueulasses.
Tout à l'heure, on parlait du temps de cohérence. C'est T1, temps de cohérence. Alors, il y a deux temps de cohérence, il y a T1 et T2, mais bon, on reste simple. Alors, eux, ils sont bien. Les cols d'atomes, c'est supérieur à 1 seconde. Les trappes Tyon, jusqu'à 10 minutes. Le truc tient 10 minutes. Nous, c'est 400 microsecondes. Donc, quand on en a quelques-uns à 1 milliseconde, vous voyez un peu la gueule de la bavure, quoi. Technologiquement, ce sont de vraies difficultés. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que dans 1 milliseconde, ou même dans 100 microsecondes, on a de quoi faire. On va beaucoup plus vite que ça. Les phénomènes quantiques, vous savez, ils sont immédiats. Alors ça, c'est... Il n'y a pas de temps de montée, il n'y a pas de transition. On passe d'un état à l'autre de manière immédiate. Ça aussi, c'est contesté, mais bon. 120 microsecondes, donc c'est moins bien, etc. Alors, ce qui est important aussi, honnêtement, c'est combien on peut en mettre dans un ordinateur. Parce que si vous faites un ordinateur avec 1 qubit, et notamment, je vous ai dit tout à l'heure, les histoires de diamants, l'histoire du diamant, ça marche. Faites 2. Ça... Déjà, je vous rappelle l'histoire. Vous prenez un diamant, vous enlevez 2 carbones voisins. Donc, il faut en enlever 2 autres. Voisins, pas trop loin, mais pas trop près. Vous remettez un azote, et ça y est, vous avez 2 qubits. Je sais pas, ils ont des pistolets à laser, je sais pas comment ils font. Si quelqu'un sait, monsieur. Bon voilà, ce qui est important, c'est ça aussi. C'est voilà, les trucs de Grenoble, là, les spins d'électrons, ils peuvent intégrer beaucoup. C'est tout petit. Ils peuvent en mettre des millions sur un chip. Je vous rappelle que sur un iPhone, on a des chips avec des milliards de transistors, hein, voire même des dizaines, je sais plus, dizaines de milliards. Après, ben voilà, nous on a dit, on a fait notre chip à 1000 et on a dit non, c'est pas bon. Nous, on pense qu'à 150, on est pas mal. Voilà, et puis voilà, avec des ions piégés, vous ne pouvez pas aller très fort non plus. Voilà. Et avec ça, ils peuvent en faire 10 000. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'en faire 10 000? Je vous rappelle que là, vous avez une boule avec des atomes dedans. Quelle est la difficulté d'en manager 10 000? Ouais, c'est que vous pilotez avec des lasers, et donc il faut une précision de tir et un multiplexage du tir. Enfin, il y a une technologie de lumière qui est énorme, là. Et puis là-bas, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Jusqu'à 1 million dans des circuits pour des photons. Les photons, ça n'a pas de taille, donc on peut penser que c'est... La semaine dernière, il y a eu une annonce des Chinois qui ont dit, vous n'avez pas vu? Ouais, on a fait avec 5000 qubits, on a fait un truc. Bon, c'est avec... Alors, regardez, c'est encore pire que pire. C'est-à-dire que leurs photons, ils sont en haute dimension. Des photons si vous regardez l'article, on vous parle de photons à haute dimension. Et en fait, ça veut dire que dans tout ce truc, dans tout ce barda, 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 Capella, c'est le moment démo. Ça va peut-être marcher, peut-être pas. Donc, alors, je vous rappelle que ce truc est gratuit. Si IBM Quantum, donc vous cherchez IBM Quantum Platform, bon, moyennant, il faut se loguer. Le login est gratuit. Il faut s'identifier. Parce que, je vous ai dit, vous pouvez utiliser 3 machines parmi les 10 ou je sais pas quoi, gratuitement, mais j'ai oublié de dire 10 minutes par mois. Ben, moi, j'ai consommé 8 secondes. Ce mois-ci, on est le 24. Mais bon, je travaille, c'est pas mon boulot de faire ça. C'est un hameçon. C'est-à-dire que ceux qui veulent 10 minutes par mois, c'est bien. J'ai fait 2 tirs là, c'est tout. Donc un tir, ça m'a coûté 4 secondes, c'est des trucs de merde, c'est des petits trucs tout bêtes. Donc ça me coûte pas cher. En juin, j'avais fait un tir qui avait été arrêté et le truc m'a dit bah, désolé, ton truc fait plus de 10 secondes, plus de 10 minutes, donc non. En fait, c'est un hameçon pour dire ben, ouais, vous pouvez toucher tant que vous voulez, hein. C'est pas mal, hein, 10 minutes par mois sur ces trucs-là. C'est rechargeable, hein, et après, vous pouvez prendre le logon du voisin, enfin, vous pouvez avoir 20 minutes si vous voulez, mais pas sur le même tir. Et après, bon, bah, si vous voyez, enfin, c'est un hameçon, c'est un échantillon, quoi. Après, vous payez.
Donc voilà, la plateforme elle est là. Donc il faut s'identifier pour cette raison des 10 minutes par mois. On sait qui tire et on coupe. Après, vous pouvez venir ici et faire plein de trucs, mais vous avez aussi une clé. Vous pouvez faire tout ça depuis des notebooks Python, quoi. Et donc il y a une clé d'API pour s'authentifier. Mais c'est gratuit. Il n'y a pas de carte de crédit à mettre pour le cas où. Il n'y a pas de risque. Zéro. C'est assez sympa. Et c'est comme ça depuis toujours. Et puis donc, après, alors c'est sympa parce que ça vous montre ce que vous avez fait. Vous pouvez retrouver vos résultats. Là, je l'ai tiré tout à l'heure et je ne pensais pas qu'il serait fini. Mais bon. Donc il y a des... voilà les ordinateurs. On va le prendre en card comme tout à l'heure. Et puis je vais prendre ceux de tout le monde. Donc il y en a 11. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas de cadenas, c'est ceux que je peux utiliser librement. Les autres, je peux les voir, mais je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas les utiliser, pardon. Bon, pareil, alors 156, ça c'est le fameux PES. Il est pas au Maroc, il est à quelque part aux États-Unis. Et il a le fameux Héron, celui-là aussi. Mais c'est Héron Release 1, Héron Release 2. Alors est-ce qu'il est mieux? Ouais, il a l'air un peu mieux. Ah oui, c'est la Release 2, c'est 156. Le même chip, il fait 133 et 156. Bref. Et puis Kiev, donc, sur laquelle on a accès. Et vous voyez que là, c'est vrai qu'on a gagné un ordre de grandeur à peu près en qualité. Hein, on est sur du 10-3, là on est sur du 10-2, voire du 10-1 des fois, là, ou voire des chiffres. Euh, et puis, bon, bah après, tiens, allons à Bruxelles pour voir. Oui, il a un cadenas, mais je peux le voir, je ne peux pas l'utiliser. Et donc, on voit plein de trucs là, notamment. Alors, c'est vraiment, là, c'est de la techno, presque de la physique. Donc, le T1, le temps de cohérence, 300 microsecondes, mais il y a un T2, 186 microsecondes. Bon, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout ça. Et ici, vous avez le schéma, qui a 133, 127 qubits, donc du 0 à 126 ici. Donc, voilà comment ils sont connectés entre eux. Puis, les couleurs disent, c'est précis comme ça. C'est-à-dire que celui-là, les couleurs disent, ouais, les plus foncés sont les meilleurs finalement. Peut-être changer, ça, je sais pas. Et donc vous avez la qualité du qubit maintenant et la qualité de la liaison. Vous voyez que les liaisons ne sont pas de la même couleur. Ça, c'est 5, 10-2. Et là, c'est 3, 10-3. Donc cette liaison-là est de meilleure qualité que l'autre. Et donc vous êtes invités, si vous voulez vraiment faire du calcul comme on veut, là, du gros, vous êtes invités, avant de lancer votre calcul, à remapper votre logiciel pour aller, si vous n'utilisez pas les 127 qubits, ou ça dépend. Il y a beaucoup, certains qubits, aller sur ceux qui sont les meilleurs. Ça fait partie des techniques. Ça en est là. J'espère que je ne vous dégoûte pas trop, mais ça en est là, quoi. C'est difficile. Mathématiquement, je vais vous montrer les algos, mais c'est difficile technologiquement. C'est un vrai challenge. Et c'est un challenge qui vaut la chandelle parce que les promesses sont intéressantes. D'habitude, j'ai ce genre de charte, mais par exemple, en chimie, on aimerait bien trouver un procédé qui casse le CO2. Pour l'instant, on peut casser du CO2, mais ça coûte plus cher que. Enfin, il faut plus jeter de CO2 que. Bon, vous voyez l'idée. Donc, si vous trouvez un procédé chimique très peu énergétique, donc ça se calcule dans ces machins-là, qui casse le CO2, là, vous avez le brevet du millénaire, quoi. Ou des batteries électriques plus efficaces, ou enfin, plein de trucs qui sont monstrueux. C'est-à-dire les promesses sont énormes. Ça va nous permettre de regarder des champs qu'on avait arrêté de regarder parce que ce n'était pas possible. Dans les anciennes versions, j'avais la molécule de caféine. La molécule de caféine, c'est pas ça, enfin, pour calculer sa forme, c'est pas possible. Il faut 10-48 bits. Il faudrait que la taille de le poids de la mémoire, c'est 10% du poids de la Terre, la molécule de caféine. Parce qu'elle a 160 atomes, soit 160 électrons, pardon. Il y a 18 atomes, 160 électrons. Elle n'est pas très compliquée, mais pour calculer ces énergies, je ne sais pas. À quoi ça sert de calculer ces énergies? Ça sert à savoir quelles sont les réactions chimiques possibles. Pour les chimistes, ils en rêvent. Ils en rêvent. Allez au labo de Gérard, au labo de chimie de l'Université de Montpellier. Non, Gérard, je ne sais plus comment. l'ICGM de Montpellier. ICGM, bon, c'est un des 4 labos de physique là-bas. Ils en rêvent de ça. Il y a des gens qui font de la chimie théorique, qui font du calcul. Et ils savent, depuis que Feynman leur a dit, ils le savent, ça ne marche pas. Le problème, c'est que
Pour remplir des camions, on prend des heuristiques et ça marche. On prend des approximations. En chimie, non. L'approximation ne débouche à rien. C'est-à-dire que le calcul est complètement faux. Donc ils sont ils attendent ça. Ils attendent, voilà. Alors bon, donc voilà, vous avez plein d'informations. Ça peut se mettre en table, voilà. Alors, sur les 127 qubits, vous avez toutes les informations, pardon, vous avez toutes les informations de où ils en sont. Et c'est calibré tout le temps. C'est-à-dire que ça dérive tellement fin qu'on arrête l'exécution de la file d'attente des jobs, on fait nos mesures et on publie les calibrations. Parce que sinon, vous avez des données qui sont plus bonnes 6 heures après, quoi. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer. Alors ceux qui ont alors, ça change toutes les semaines, cette affaire là. Donc, je repars à la maison, voilà. Il y a un truc qui est sympa, c'est le composeur. Donc pour faire ces premiers tours de roue, donc là vous reconnaissez le truc là. Mais vous faites je fais un nouveau là, voilà. Donc voilà, et là je suis programmeur quantique. Donc par exemple, le qubit 0, alors attendez, je vais faire plus simple, je vais jeter cela. Donc c'est très sympa, hein, c'est vraiment clicodrome. Voilà. S'il veut bien, il y aura plus C4. Normalement, on n'a besoin que d'un. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Qu'est-ce que c'est Q0, Q1, Q2, Q3 et C4? Ben, Q1, Q2, Q3, ce sont des qubits qui vont évoluer dans le temps. Et C1, C2, C3, c'est des classical bits, des C-bits. À quoi servent les classical bits? À recevoir l'information de la mesure. Une fois, il y a le monde de Cendrillon, les complexes, le truc en diamant et tout. Je ne peux pas. Moi, je fais une mesure et j'ai des tatanes là et j'ai des nombres réels. Et il faut pour ça un registre classique. Tout le registre classique. D'ailleurs, quand on fait une mesure, si je faisais une mesure, vous voyez qu'automatiquement, elle va d'un qubit à un C-bit. Et là, je mesure 0. Très bien. Donc, alors, on est dans l'état 0. C'est un phénomène, enfin, c'est normal. On démarre, c'est le seul état auquel on sait qu'on pense que l'ordinateur est. Bon, pour des raisons. On démarre à 0. Admettez ça. On démarre à 0. On démarre à 0. Ça nous prend 5 microsecondes, on démarre à 0. On attend. Ça se relaxe. 0. Donc ça, c'est la porte X. Qu'est-ce qui va se passer? 0 va devenir 1. Très bien. Ça marche bien. Si j'en mets un autre, 1 devient 0. Alors après, je ne vais pas trop vous parler des autres portes. Je vais vous montrer juste un autre truc vite fait. On verra si j'ai beaucoup le temps de le commenter. Je vais vous parler de la porte H. Vous voyez, c'est la vedette. Elle a une couleur particulière, elle est en premier. La porte H va me donner un 0 ou 1. Moitié-moitié. Si j'ai plusieurs qubits, donc là j'ai 2 états. Maintenant, si je veux rajouter des qubits, pouf, 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 je reviens avec plus. Alors ça, c'est un jouet. Hein. Et vous voyez qu'à droite, il me fabrique le Python qui va bien. C'est assez sympa. Donc, pour apprendre, c'est un truc vraiment, c'est un playground. Quoi. Donc si je fais H et que je refais H, eh ben, si vous avez été observateur, H au carré, ça fait identité. Mais si je mets ce H là, ben maintenant j'ai 4 états. Et si je mets un H ici, voilà que j'ai 8 états. Alors ils sont petits, mais ils sont là. Et là j'en ai 16. Et ainsi de suite, 32. Les voilà. Là, j'entre dans ma machine avec un registre qui a tous les états possibles. Et quand vous en avez 127, encore une fois, ça fait pas mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer un truc. Et après, je vous fais le header. Donc ça, je le vire. Ça, je le vire. Le circuit le plus intéressant qu'on fait dans les premières heures de cours, c'est on prend H, superpose ce qubit, et on prend control note. Alors, ceux qui ont été très attentifs, control note, il fait quoi? Le contrôleur agit sur la cible si il est à 1. Alors, souvent, je dis, c'est comme si vous avez un gardien de barrière, là, et s'il dort, il est dans son état de basse énergie, ben, les gens, ils passent. S'il est réveillé, il est dans un état 1 de haute énergie, et ben, il fait une opération sur les gens. Il prend le passeport, il prend de l'argent, enfin, il fait quelque chose. Donc là, le contrôleur, s'il est à 1, il inverse le contrôlé. C'est note, puisque ça, c'est un note. Le contrôler. Et donc ça, c'est le plus petit circuit qui est le plus intéressant. Parce qu'il n'y a que 2 qubits, il n'y a que 2 portes. Et je vous ai dit, ça fait la superposition, et ça fait l'intrication. Ben, cet état, il est tellement particulier qu'il porte un nom. C'est l'état de Bell. Le même John Stuart Bell.
C'est l'état de Bell. Qu'est-ce qu'il nous dit cet état? Il nous dit que c'est un état qui, dans le monde des 2 qubits, est en superposition, parce que ça, ce sont les 4 vecteurs de l'espace à 4 dimensions. 2 qubits, 4 dimensions, 3 qubits, 8 dimensions. Et donc c'est un état superposé, puisqu'il est à moitié sur ce vecteur et à moitié sur ce vecteur, et c'est un état intriqué. Et alors voilà comment ça s'explique avec les mains. C'est que vous voyez que là j'ai l'état 0, 0 et 1 ou 1, 1. Si je mesure, je vais avoir ça ou ça, rien d'autre. Maintenant, si je mesure que celui-là, et mettons que là c'est un photon qui est parti très loin pendant que je parlais, il est vraiment à des milliards de kilomètres. Et je mesure celui-là, il peut venir deux choses, soit 0, soit 1. Mais à l'instant où je le mesure, avant que je mesure, on ne pouvait rien savoir. Il y a la probabilité qui va déterminer ça ou ça, mais au moment où je le mesure, j'ai acquis une certitude sur l'état de l'autre. Que si je mesure 0, ben, l'autre ne peut pas être à 1, il peut être que à 0. Et si je mesure 1, l'autre est à 1. Donc c'est ça l'intrication, la spooky action à la distance. Là, j'ai intriqué mes qubits. Voilà, et puis après, je vous montre l'additionneur. Ça va, vous avez des questions? C'est facile, hein? Oui. Ça, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, il faut que j'ai un qubit de plus. Voilà, et là, il va se mettre à exister. Et ça, c'est un contrôle-contrôle-note. C'est un multi-contrôle-note. Alors, quand je dis ça n'existe pas, c'est que l'ordinateur ne fait pas ça. Le compilateur, ou on dit transpiler parce qu'on est un peu snob, le transpiler va décomposer ce truc-là en portes qui existent. ADH, enfin, c'est la décomposition. Voilà. Donc d'abord, et ça c'est affreux, parce que ce truc-là, là, moi j'ai un exercice avec mes étudiants, on décompose ça. Il y a 5 portes, dont pas mal de CX, c'est plus cher en erreur. Donc cette porte-là, vous croyez que vous ne ferez qu'une erreur? Non. Le budget erreur est terrible. Ça s'appelle une porte de Toffoli et ça fait contrôle X. Alors après, il y en a plein des portes. Hein. Mais en réalité, même la porte H n'existe pas dans la technologie. Rappelez-vous, on a des états qui sont des jonctions physiques et on envoie des impulsions électromagnétiques. C'est tout ce qu'on a. On envoie des impulsions électromagnétiques pour piloter les états, ou des photons si vous voulez. Nous, c'est plutôt des impulsions électromagnétiques. C'est à peu près la même chose, mais et on a très peu. On a très peu de moyens d'agir. Et donc, on n'a que 5 portes. L'identité. Donc en fait, on n'en a que 4. On a X. On a racine carrée de X. Alors X, c'est une rotation de pi. Donc racine carrée de X, tout simplement, c'est une rotation de pi sur 2. C'est savant, comme ça. Sur les dessins, ça fait bizarre. Racine carrée d'une porte. Et puis on a Z et une rotation de Z contrôlée. Donc ça fait beaucoup, ça, déjà. X, racine carrée de X, Z, contrôle racine... Et c'est X. Je crois qu'on n'a pas Z. On a une contrôle de racine... Une Z avec un angle θ, pardon. Bon, bref. Ça, c'est les portes natives, c'est les portes du hardware. Ce que je vous montre là, c'est déjà des abstractions. Et ensuite, il va y avoir de l'abstraction software pour fabriquer des fonctions. Et on est reparti, si vous voulez, c'est comme je disais au début, il faut tout déconstruire. Ça, c'est une informatique où on repart, non pas de l'assembleur, mais pire. On repart presque de la porte, quoi, des transistors. Et en plus, c'est des vecteurs, c'est pas des 0 et des 1 qu'on manipule. Voilà. Et allez, vite. Je voulais vous montrer ça. Parce que ça. Regardez bien ça. Je vous montre pendant 10 secondes là. Qu'est-ce que ça raconte ça? Ça raconte que ça c'est un additionneur à 2 bits avec une carie, avec une retenue. Et ça c'est la même chose, un additionneur à 2 bits en version quantique avec une retenue. Donc c'est le full adder à 2 bits. Si vous avez fait un peu d'informatique très très basse. Donc vous avez A, B et la retenue, carie. Donc il y a 8 possibilités. Et ça vous donne la somme et la carie. Et puis si vous faites ça fait 0, ça fait 1, ouais, la somme fait 1. Et là par exemple, ça vaut 2. C'est somme 0, carie 1, une retenue. 1 plus 1, ça fait 2. C'est 1 plus 1, ça fait 2. Et 3. Retenez juste qu'avec les couleurs, là, on voit bien qu'il n'y a qu'un résultat 0 dans toutes les combinaisons, il n'y a qu'un résultat 3 dans toutes les combinaisons. Il y a 3 résultats qui valent 2, il y a 3 résultats qui valent 1. C'est bon? Regardez bien, prenez des photos, je l'enlève.
Donc voilà le adder, c'est le même. Et donc, est-ce que vous êtes... Je vais vous convaincre que c'est un adder en 2 minutes. Alors, ben là, oui, 0 plus... Je vous ai raconté, 0, ça démarre à 0. Donc 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Je l'ai déjà dit il y a 1 heure. Comment on fait pour savoir si c'est un adder? Eh ben, on met un bit à 1. Lequel vous voulez? A, B ou C? C. Alors, je mets C à 1. 1. Est-ce que vous êtes convaincu? Merci. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est un adder? Pas tout à fait. Enfin, vous ne pouvez pas me dire le contraire, mais pas tout à fait. Donc j'en mets un autre à 1. Okay. Ça fait 2. Je crois que mon circuit n'est pas fini. Là. Je ne suis pas sûr que ma démo marche bien. Ah si, c'est bon. Bon, je fais, allez, on va être fou. On fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Voilà. Et si je voulais vous convaincre que c'est un adder, il faudrait que je fasse la manip 8 fois. C'est trop long. J'ai pas le temps. Donc je fais comment? Tout à la fois. Bravo. Donc je superpose. Donc maintenant je rentre A qui vaut 0 et 1, B qui vaut 0 et 1, et carry qui vaut 0 et 1. Et j'obtiens ma distribution. On obtient le résultat 0 une fois, celui-là 3 fois, en pourcentage ça marche, et celui-là une fois. Donc on a fait les 8 calculs en même temps, et c'est en ça qu'on a utilisé une machine quantique vraiment. C'est-à-dire qu'il a fallu superposer, et vous voyez, il n'y a qu'un passage. Hein. Alors si vous voulez faire les... Si vous le lancez vraiment sur une machine, on va le faire. Si vous voulez le lancer vraiment sur une machine, ça le fera 4000 fois. Mais pour vous donner une distribution, parce qu'à chaque mesure, il y a une probabilité qui rentre. Donc il faut accumuler les résultats pour voir ça. C'est une distribution. Voilà ce qu'est vraiment un ordinateur quantique. Il ne va pas aller beaucoup plus vite. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de taille de calcul. Là, c'est minable. Mais si je voulais faire l'addition et générer une distribution sur des 127, enfin énormément de combinaisons, ben, c'est facile. Oui. Allons-y. Ça peut prendre 4 heures parce qu'il y a une file d'attente. On va voir. Donc c'est le bouton bleu qui est là, Setup and Run. OK. Donc run quoi? Ce circuit. Et Setup, on va me demander, alors c'est 1000 là, bon, c'était 1000. Et je vais aller soit sur Kiev, file d'attente 483, soit sur Sherbrooke, file d'attente. Là, je vais aller sur Brisbane. Tiens. Donc je prends Brisbane, il n'y a que 18 en file d'attente. Je peux lui donner un nom, un tag, ce que je veux, là, Epitech. Peu importe. Et puis, alors, la limite des jobs, c'est pas le nombre de jobs sur lequel je suis limité, c'est que je ne peux pas en lancer plus de 3 en même temps. Donc là, tout de suite, dans la file d'attente, il n'en faut que 3 à mon nom. C'est une limitation. Ça parce que, bon, ben, il y a des millions d'utilisateurs de Qiskit, des milliards d'utilisateurs de Qiskit potentiels, et donc il faut pouvoir limiter un peu, que tout le monde en ait sa part, quoi. Et donc, après, c'est bon, je fais run. Donc, vous voyez, là, il me l'a mis à 1000, mais je peux le mettre à beaucoup plus. Hein. Non, mais 8000. Alors, je crois que la limite, mais il faut voir ça dans la doc, ça a changé, mais à l'époque, la limite, c'était 8192. Ça coûte pas plus cher. Hein. 1000 et 8000, ça coûte vraiment pas plus cher. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans mon job, voilà, ça va vite. Ça. Voilà, c'est parti. Il est parti. Donc, c'est cloud. Hein. Il a mon JSON là, de ça, il est parti, il arrive, il a une étiquette avec mon nom, mon machin, l'heure, la date, la température, tout ça. Et puis après, voilà. Job sent to IBM Brisbane. Très bien. Et donc là maintenant je peux reclamer, 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 maintenant je peux revenir, 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 la là, c'est une estimation. Enfin, je pense que ça va être un peu moins. Et encore une fois, je ne travaille pas là-dessus.
Je n'y travaille que quand je donne des cours ou des démos. Ben, comme ça. Non. Ben moi, alors oui. Non mais c'est bon, c'est bon. Comment ça se passe? Ça s'est passé que moi, j'ai fabriqué des informations là qui équivalaient à un Python. Et ce Python, en fait, il n'a servi qu'à construire un circuit, la description d'un circuit. Un circuit, c'est quoi? C'est combien de qubits, qu'est-ce qui leur arrive au fil du temps? Et quand est-ce que je mesure? Attends, attends, attends. Eh ben, ça, quand j'appuie sur le bouton ou quand dans mon Python je fais point exécute machin chose, ça fait un JSON. Tu vois, ouais, qui a toute l'information que j'ai mise, qui est codée comme ils veulent. Ça part et ça atterrit sur un serveur classique, un Power d'IBM, Machine Power, enfin, une machine. Et celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il prend les fils, il gère les files d'attente, il valide que mon JSON, j'ai pas mis n'importe quoi dedans. Des fois, il rejette les jobs, hein. Il valide les jobs parce que bon, bref. Il valide et puis il va parler, lui, il va adresser des instruments haute fréquence, des instruments électroniques haute fréquence, et il va fabriquer l'orchestration des ondes qu'il veut. C'est à partir du JSON, c'est eux qui vont vraiment bosser. Et d'ailleurs, c'est presque un problème aussi sur les grands trucs. Donc, il va fabriquer l'orchestration des ondes qu'on envoie à tel moment sur tel endroit, tel moment sur tel endroit, et ensuite il envoie ça quand c'est mon tour, classique. Et quand c'est mon tour, cet ordinateur classique, il envoie toute cette orchestration à des générateurs haute fréquence qui vont, eux, traduire les instructions en ondes qui font un contrôle Z, en ondes qui font un racine de X, tout ça. Les générateurs haute fréquence, ben, ça y est, c'est parti, quoi. Ils envoient ça le silicium, là, qui est très froid. Et puis quand on mesure, ils écoutent l'écho de la mesure et ils disent voilà le résultat. Et ce résultat, il revient sur l'ordinateur. Il revient sur des filtres dans les machins à haute fréquence, là, je sais pas quoi. D'une mesure. Ouais. Oui, et l'ordinateur, le serveur classique qui est au pied de ces ordinateurs, lui, il reçoit les résultats. Et quand il a fait, l'autre lui a donné le bon nombre de shots, là, 8192, il fait un paquet de ces données-là, il me les renvoie en vrac. Mais là, il y a un va-et-vient de moi au data center. Ensuite, il est dans la file d'attente, il est processé, préprocessé, validé, transformé en onde, exécuté, reçu. Et là, il y a encore un retour vers moi. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça, c'est le même que j'ai tiré cet après-midi, ou c'était peut-être pas un adder, c'était peut-être un CX, je sais pas. Bref. Ah! Voilà. Donc voilà, alors, il me raconte sa vie, hein, comme toujours là. Le job, il a un nom, je sais pas où il est. Il a été créé là, il a attendu 4h43. Hein. Et puis il a été processé, ça a duré 3 secondes, il a été fini à telle heure. Et donc il m'a pris ça. Voilà les résultats. Donc ça, c'était l'état de Bell. Pas le header, c'est l'état de Bell. Donc normalement, on obtient 0,0 ou 1,1. Le reste, ce sont des erreurs. Pas un problème de probabilité, ce sont des erreurs. Il y a quand même 1% d'erreur. Et la porte H elle-même, d'ailleurs, on la voit ici, voilà le circuit. Ça, c'est une porte H, ça, c'est une porte C-note, et ça, c'est l'autre porte H. Donc, c'était pas juste deux. Non, non, excusez-moi, c'est H et CX. Ça a été transpilé comme ça. Et donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opportunités d'erreur. Vous faites les calculs, ça va. Néanmoins, on reconnaît quand même le résultat. On dit, ouais, le résultat de ce calcul, c'est ça ou ça. Les erreurs, on les élimine. Enfin, ça, c'est tout après le post-processing. Alors, on peut faire des tas de choses, mais là, on reconnaît que le circuit a fonctionné. Il a bien fourni le résultat qu'on voulait, avec des erreurs. Allez, je termine. Vous avez des questions? Proche de la fin. Ah, mais quand même, il me faut 5 minutes pour le quiz. Oui. Très bonne question. Il y a une thésarde à l'Université de Montpellier qui a fait sa thèse là-dessus. Quelles sont les conditions pour utiliser un chip de 127 qubits avec des couillons qui envoient des 2 qubits et des 3 qubits? C'est du gâchis, quoi. Donc elle a fait une thèse là-dessus. Quelles sont les... Parce qu'il faut pas... C'est pas si simple, mais oui. Mais pour l'instant, non. J'ai été seul.
Autre question? Très peu. Merci pour la question. Très peu par rapport. Là, on parle de HPC, on parle de High Performance Computing. Dans les versions précédentes, je montrais la machine Summit, 12 mégawatts. Le plus gros calculateur d'IBM, 12 mégawatts. Là, 100 kilos. Oui, tout compris. En fait, 35 kilos dans les versions actuelles. La grosse machine, l'évolution va aller à 100 kilowatts. Et alors là, c'est avec tant de qubits que vous voulez, quoi. 1 million de qubits, 100 kilowatts. Donc ça, c'est un avantage. Alors, il y a Olivier Ezrati, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a fondé un truc qui s'appelle QEI. Allez voir QEI sur Internet, c'est Quantum Energy Initiative. Il a rassemblé autour de lui 1 millier de scientifiques dans le monde entier pour vérifier ce que je viens de dire. Enfin, c'est pas moi. Enfin, vérifier, parce qu'on dit toujours, ouais, les éoliennes, c'est bien, les voitures électriques, c'est bien. Non, il a réuni des tas de scientifiques, beaucoup, et ils font des colloques. Et ils apportent des preuves, enfin, ils réfléchissent à ça. Est-ce que oui ou non, vraiment, il est durable? Enfin, il est. Voilà. Alors déjà, il faudra qu'il prouve un. Mais Alain Aspect disait, dans le fond, peut-être que ça va être difficile qu'un ordinateur quantique dépasse de loin, et dans beaucoup de cas, l'ordinateur classique. Mais simplement, si juste il est moins cher en électricité, c'est déjà bien. Mais bon. Alors, je vais aller assez vite, vous allez voir des horreurs. Donc ça, c'est l'état de Bell que j'ai fait tout à l'heure. Bon, ça explique pourquoi le 0,1, machin, je passe. Alors les algorithmes, c'est une longue histoire, l'algorithmique classique, ça a démarré en 1981. Quand Feynman dit on devrait faire ça, eh ben, il y a des matheux, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'ordinateur. D'ailleurs, en même temps, Feynman dit ça serait bien qu'on fasse des expériences de physique avec un truc. Jusque-là, la quantique, elle était mésoscopique. On faisait des lasers, on faisait des transistors, c'est quantique un transistor dans un silicium, mais c'est beaucoup d'atomes. C'est miniature, mais c'est beaucoup. Là, il a changé la communauté scientifique de faire un. Quand on a su faire manipuler un photon, un atome, un électron, un truc, à ce moment-là, on peut faire un ordinateur quantique. Au moment où Feynman part, il n'y a pas d'ordinateur quantique. Il y a des matheux, et celui-là, Dutch, c'est le premier qui dit ben voilà, ça y est, j'ai trouvé un truc qui ne sert à rien, mais qui montre que sur un ordinateur quantique, on obtient un résultat en une fois, alors qu'il fallait 2 fois dans la vie classique. Le truc ne sert à rien, histoire de fonction équilibrée ou pas. Le calcul est simple, hein. Il est très il y a des symboles chargés. La première fois qu'on voit ça, c'est pénible, mais c'est 4 lignes, quoi. Mais l'idée est géniale. Après, ils viennent en 92. Donc l'autre, c'était 85, 92. Ethan Bernstein et Umesh Vazirani. Vazirani, les deux sont sur la photo. Vazirani, il est toujours dans le coin là. Dutch, il est parti un peu en délire. Mais Vazirani, il est là. Et eux, ils disent, ben voilà, ça c'est un programme qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça fait en une fois ce qu'il faudrait n fois. Ah, c'est pas mal. Mais ça sert à rien. C'est pas grave que ça ne serve à rien. Ils prouvent que voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette théorie-là. C'est pas du tout gagné, hein. Quand Feynman il a parlé, c'était pas gagné. Grover. Alors Grover, lui, il fait un truc qui est utile, mais qui n'est pas exponentiellement utile. C'est-à-dire que 100 devient 10. 100 devient 10 en temps de calcul. 1 million devient 1000. Ah, 1 milliard devient 100 000. Je crois. 1 milliard de milliards de milliards devient la racine carrée de ça, c'est assez avantageux. C'est pas exponentiel, ça permet de pousser certaines limites. Et l'algorithme de Grover, moi j'explique en 2 heures quand je suis très en forme, 3 heures quand je suis moins. Là vraiment c'est quantique. Parce que l'explication, elle tient à un vecteur. Donc on cherche lui. Non, on cherche lui. Non, on cherche lui, pardon. On cherche lui. Le résultat du calcul, c'est lui. On part de là. Sous certaines conditions, on sait que celui-là est proche de celui-là. Et on dispose d'une symétrie autour de ça et d'une symétrie autour de ça. Et bien, on fait ça. Tac, 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 tac. Et on dispose aussi d'une formule qui fait qu'on sait quand est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Et ça trouve le résultat. C'est succulent. Je vous assure, si vous voulez, je vous le fais un jour. Mais il faut un peu de temps. Et après, il y a Shor. Alors Shor, c'est le summum du truc, c'est celui dont tout le monde a entendu parler. C'est le plus populaire, qui est peut-être utile. Alors lui, il transforme une complexité cube exponentielle. Presque, ça serait 2, je ne sais plus. Enfin, ouais.
exponentielle en une logarithmique. Pardon, polynomiale. Polylog, je sais plus, enfin bon bref. Pré ou sub-polynomial. Donc l'avantage est énorme. Et Shor, vous avez entendu parler, ça sert à trouver les entiers qui forment un grand nombre. Voilà l'algorithme, très très overview, et ça parle de RSA, quoi. C'est ça qui a mis aussi beaucoup de trucs dans l'affaire. Et puis, alors oui, et puis il y a ça. Alors ça c'est le truc à la mode. Il y en a une version pire qui s'appelle QAOA, mais ça c'est utile. Ça c'est utile. C'est ça qui va faire des calculs de chimie. Ça va. C'est ça qui peut et qui va fonctionner. Bon, tant pis, j'ai pris trop de temps. Alors après, si vous voulez voir des bouquins, des vidéos, donc c'est un petit site que j'ai fait moi avec un bootstrap là, de merde. Ça s'appelle keeptheketalive.fr. Et donc il y a des références, des bouquins, des machins. Je vais vous en montrer. Et puis, comme tout le monde met un Q partout, ben voilà. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça? Ouais. Parce qu'en chinois, ça se dit san. San Q. Merci pour votre attention. Voilà.